Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Twitch et sur Next Gen Auto. Regardez, c'est formidable, nous sommes 4 aujourd'hui pour Grand Prix, si c'est pas merveilleux. Votre talk show 100% Formula qui est là, et quel beau chat en plus, qui souhaite même les anniversaires, c'est merveilleux, bien évidemment. Et Patrick Sébastien est ici aussi pour la fête. Ce serait extraordinaire, moi je devrais faire ça d'ailleurs, je vais noter l'anniversaire de tous les gens qui participent à mes émissions, et puis à chaque fois Patrick Sébastien viendra leur chanter leur chanson préférée de son répertoire. Faut pas déconner non plus, il va pas commencer à vous chanter All By Myself de Céline Dion, quoique ça pourrait être très rigolo. Bref, Grand Prix, on parle surtout de Formule 1 à la base, bien évidemment. On a quand même un joli petit programme pour vous ce soir, puisqu'on parlera d'abord du Grand Prix du Qatar qui a été ajouté au calendrier maintenant de manière officielle et qui le sera de manière un peu plus longuette aussi. Ça, on en parlera à mon avis plus d'ailleurs de ce point de vue-là plutôt que de la course de 2021 qu'on avait déjà évoqué la semaine dernière. On vous évoquera évidemment le Grand Prix de Turquie qui aura lieu ce week-end sur le circuit d'Istanbul. Et puis on terminera avec cette fameuse guerre des mots. Voilà, le poids des mots, le choc des photos. N'oubliez pas bien sûr entre Mercedes et Red Bull parce que voilà, ça continue, ça ne s'arrêtera jamais. Mais est-ce que c'est pas un petit peu dangereux cette affaire? On en parlera tout à l'heure et puis on évoquera aussi, s'il nous reste un petit peu de temps, les jeunes pilotes, parce qu'il y a quand même de bonnes nouvelles sur le front des jeunes qui pourront accéder un peu plus facilement à la Formule 1 en essai libre. C'est déjà un bon début, mais au moins ils pourront un petit peu se faire la main et peut-être se montrer lors des séances du vendredi. Manu, comment va-t-il là du coup? Écoute, ça va très bien, ma foi, un beau programme ce soir. Donc on va pouvoir prévoir ce Grand Prix de Turquie qui s'annonce bien sympa, puisqu'on a eu quelques petites infos, en tout cas de la part de Mercedes, qui semblent se confirmer. Donc après, à voir ce qu'on pourra en tirer ce week-end. Nico qui nous dit ça lui fait combien? 40 ans? Non, 49 minimum, bientôt la cinquantaine, Manu. C'est ça. Ça devient la retraite. Et oui, bien ça, c'est une mauvaise nouvelle pour Franck, du coup, si c'est bientôt la retraite pour Manu. Là, il va falloir recruter, Franck. Comment ça va après cette nouvelle? Salut à tous. Écoutez, si, on a recruté. Bientôt, vous aurez droit à un petit nouveau dans le chat. Donc, on garde encore un petit peu la surprise. Mais pour ceux qui ont lu un petit peu Next Gen et qui font attention aux auteurs, vous verrez qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Donc, c'est vrai que là, on est 4, on est serré dans cette boîte, comme dirait Patrick. C'est génial, j'adore. C'est extraordinaire. Voilà, tout le monde est prêt. Et puis, effectivement, Alexandre est là aussi. L'équipe est au grand complet. Comment ça va, Alex? Ça va très bien. Donc, en pensant à Manu pour son anniversaire. Alors, s'il se sent vieux, aussi, on peut penser à Kimi Räikkönen éliminé en Q1. Et là, on se sent plus jeune tout d'un coup. Tu ne te serais pas fait éliminer en Q1 à chaque Grand Prix quasiment de la saison. Non, évidemment. Alors, on salue aussi Valtteri Bottas, qui visiblement a l'air extrêmement déçu d'être sur la droite d'Alexandre. Vous pouvez le voir évidemment à l'écran. Le pauvre Valtteri, il se dit ça y est. Même lui me bat maintenant, c'est terrible, il y a plus de respect. Bien entendu. Bon, les amis, le Grand Prix du Qatar, du coup, qui a été officialisé. Alors, Christian Horner, c'est un petit peu fichu de nous, parce que oui, ça va être officialisé mercredi, machin. C'était jeudi. Donc, Monsieur Horner a du mal avec les dates, semble-t-il. Manu est assis dans le 13 mai 1950, et c'est Kimi Räikkönen qui a acheté de l'impôt ce jour-là. Sachez-le. Mais du coup, ce Grand Prix du Qatar, qui va donc rejoindre le calendrier de la saison 2021 en lieu et place du Grand Prix d'Australie, qui a été annulé maintenant il y a pas mal de temps. Mais surtout, c'est là où j'ai plus envie, évidemment, de vous emmener sur le débat, c'est-à-dire que le Qatar a signé maintenant un accord de 10 ans avec la Formule 1, un accord qui débutera en 2023, ce qui veut dire qu'on aura au moins un Grand Prix du Qatar en Formule 1 jusqu'en 2032. Et là, je vois vos mines réjouies, bien sûr, et je sens que c'est une très grande nouvelle. Pourquoi on ne fait pas commencer l'accord de 10 ans à partir de 2021? Simplement parce qu'ils accueillent la Coupe du Monde de football l'an prochain. Et du coup, voilà, ça devenait un petit peu compliqué de tout organiser en même temps. Voilà, visiblement, on ne peut pas construire des stades de foot et accueillir un Grand Prix de Formule 1 la même année. Donc voilà, on va attendre tranquillement que la Coupe du Monde se déroule en novembre-décembre l'an prochain. Et puis, on va entamer ce contrat de 10 ans. Ce qui fait qu'on va terminer quand même avec un sacré triptyque. Alors, triptyque. Le véritable triptyque, c'est bien sûr Brésil, Mexique, Qatar, parce que niveau vol en avion, c'est tout à fait logique. Et ensuite, on a l'Arabie Saoudite et Abu Dhabi qui sont ensemble. Manu, toi, ce Grand Prix du Qatar, qu'est-ce que ça t'évoque? Sur le plan du circuit, ça m'évoque pas grand-chose pour l'instant. J'ai peur que Losail soit pas un Grand Prix, un circuit très adapté à la F1, mais en même temps, on a vu cette année des circuits qu'on craignait beaucoup, comme le Paul Ricard et Sochi, nous faire des Grands Prix super bien. Donc, je pense que c'est pas parce qu'il y aura un circuit qui est essentiellement pour la moto normalement qu'on n'aura pas un beau Grand Prix, surtout que les équipes ne le connaîtront pas et auront honnêtement pas beaucoup de temps à dépenser dans le simulateur pour le préparer.
Après, à voir ce que ça donnera. Il sera de nuit. Dominicali l'a confirmé aujourd'hui, donc ce sera à 17h heure française. Bon, ça fera un autre Grand Prix de nuit, mais c'est vrai, vu qu'on a perdu Singapour pour l'instant, ça remplace aussi ça. Et puis après, il y a le côté par contre plus politique qui continue de poser problème avec le double discours de la F1 en fait, qui voilà, Dominicali a encore assuré aujourd'hui que si ça allait rendre le pays meilleur d'y amener la F1, donc c'est toujours pas très clair quoi. Donc ça malheureusement, on a déjà eu exactement le même couplet le jour où ils ont annoncé l'Arabie Saoudite. C'est beau. Non, mais c'est beau. La Formule 1 rend les pays meilleurs. C'est beau au moins d'y croire, Franck. C'est un bon début. Écoutez, il faut laisser la chance aux débutants, comme on dit. Hein, ça nous pendait au nez quand même depuis plusieurs années. On sait que le Qatar était candidat à un Grand Prix en Formule 1 depuis très très longtemps. En fait, c'est Bernie Ecclestone qui a toujours fait opposition à ce Grand Prix-là, tant qu'il y avait effectivement Bahreïn et Abu Dhabi qui étaient au calendrier. Donc voilà, il voulait pas mettre de concurrence supplémentaire dans le golf. Et puis finalement, Liberty Media a fait sauter ce verrou. Alors, il y a la petite passerelle grâce au Covid, effectivement, l'annulation de Melbourne, qui a permis effectivement de précipiter un petit peu les choses. On n'aura pas le Grand Prix de Qatar du Qatar en 2022 parce que voilà, il y a la Coupe du Monde de foot. D'ailleurs, ça fait penser que Dominicali a aussi dit que le calendrier 2022 se terminera un petit peu avant celui de cette année, c'est mi-novembre, histoire de laisser la place à la Coupe du Monde de foot, donc pas de collision d'audience entre le foot et la F1 l'année prochaine. Donc non, voilà, le Qatar, voilà, ça fait un petit bout de temps que ça devait arriver, c'est enfin arrivé. On ne sait pas encore si Losail restera le circuit de la Formule 1 après l'édition 2021, je pense pas. Je pense qu'effectivement, s'il y a un contrat de 10 ans qui a été signé, le Qatar devra se mettre à faire quelque chose pour ce circuit-là, c'est peut-être le rallonger, le transformer ou peut-être construire quelque chose d'autre ailleurs. Pour l'instant, on n'a absolument aucun détail là-dessus. Après, voilà, effectivement, il y a le gros débat du sport greenwashing, effectivement. Donc, voilà, est-ce que ces pays-là, en accueillant le sport de plus en plus, comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, cherchent effectivement à redorer leur image? Ça va être un petit peu le débat de ce soir. Donc, oui, effectivement. Là, au niveau circuit, on se doute qu'il y a un petit circuit urbain à Doha qui doit, à mon avis, titiller les organisateurs. Moi, par pitié, non, moi, j'en peux plus. J'en peux plus du championnat du monde des circuits urbains qui sont en fait des faux circuits urbains. Parce que, enfin, oui, c'est circuits urbains, mais c'est-à-dire qu'ils sont tout lisses parce qu'on refait l'asphalte, on met des barrières magnifiques partout. Voilà, ça perd un peu de son charme. Carrément, on construit le circuit comme à Jeddah. Oui, c'est ça, oui. Ça, attendons de voir s'il a lieu, d'ailleurs, le Grand Prix, parce que pour l'instant, c'est mal embarqué. Alexandre, toi, ça t'évoque, toi, ça fait... Pour rebondir ce que disait Franck à la question, mais pourquoi est-ce qu'on a un Grand Prix du Qatar seulement maintenant et pourquoi pas avant? Parce que effectivement, ça pendait au nez. Le Qatar fait des énormes investissements. Il y a la moto depuis des années. Donc, si on voit même au-delà de la F1, on peut replacer ce premier Grand Prix dans un contexte à la fois externe et interne, un contexte plus large. Parce qu'en effet, c'était l'Arabie Saoudite qui bloquait depuis 2017 au moins l'arrivée du Grand Prix du Qatar, parce qu'il y avait une rupture diplomatique très grave entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. L'Arabie Saoudite accusant le Qatar de soutenir les frères musulmans, qui sont les ennemis jurés de l'Arabie Saoudite, accusant le Qatar d'avoir des liens avec l'Iran trop étroits, qui était l'ennemi juré aussi de l'Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite a mis carrément sous blocus le Qatar et a menacé des actions militaires même. Donc il y avait beaucoup d'intensité, et comme par hasard, il y a quelques mois, l'Arabie Saoudite voit que la stratégie du blocus était en échec et décide de ramener un ambassadeur à Doha et de reprendre ses relations diplomatiques, tout en sachant que Bahreïn est en fait l'allié de l'Arabie Saoudite et pour ainsi dire le pays aligné. Donc il faut mettre aussi l'organisation de ce Grand Prix dans un contexte plus large. La situation géopolitique s'étant débloquée, la F1 a foncé sur l'initiative, et à mon avis, il y a bien sûr la pandémie, mais il y a aussi ce contexte. Et puis effectivement, il y a aussi un contexte interne en plus du contexte externe, puisque toujours la même histoire de donner une image d'un pays plus ouvert. Et il y a eu des élections, les premières élections législatives récemment au Qatar. C'est aussi l'image que veut donner l'Arabie Saoudite. Et à mon avis, je pense qu'il y aura We Race Aswan sera tout à fait présent dans ces pays-là, puisque on a des pays qui peuvent imposer ce genre de message pour donner une image plus ouverte. Donc à mon avis, le Covid n'est que la petite étincelle qui a déclenché l'arrivée de ce Grand Prix. Et en effet, vu la puissance du Qatar dans le sport, on aura du Qatar
du Qatar pendant très longtemps, et je l'espère, parce que si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il y aura une guerre mondiale au Moyen-Orient, donc il faut quand même se réjouir de ce qu'on a pour le moment. Ça, j'avoue que oui, effectivement, c'est un très bon point. Alors, on s'y attendait pas forcément à évoquer tout ça, mais c'est vrai que c'est aussi très intéressant. Vous imaginez les regards qui vont venir de nous, les regards affolés. Grand Prix du Qatar annulé. Pardon. Comment? Et on va commencer à se réfugier dans des bunkers. Mais c'est vrai que oui, c'est de toute façon une grande partie, bien sûr, du jeu. On rappelle que le Qatar avait un petit peu mauvaise, parce qu'ils avaient été aussi devancés par Bahreïn en 2004, parce que les 2 grands prix F1 à Bahreïn et moto au Qatar ont lieu en 2004 pour la première fois, mais Bahreïn avait fait en avril et le Qatar c'était en octobre, donc voilà, de quelques mois. Oui, Manu. Il y avait quasiment un accord de trouver aussi pour le Qatar en 2016, pour qu'il arrive justement en 2017. Et comme disait Alex, il y a eu veto entre-temps, mais c'était quasiment fait. Normalement, il aurait dû arriver déjà en 2016 au calendrier, au même moment où l'Azerbaïdjan est arrivé en F1. Donc, comme quoi, voilà, de toute façon, effectivement, c'était quasiment couru. Hein. Le Qatar construit un circuit, de toute façon, pour la Formule 1 à la base. Il fallait bien qu'à un moment donné, il serve. Hein. C'est un petit peu comme Portimao qu'on avait évoqué à de nombreuses reprises. Voilà, ils ont construit un circuit pour la F1. Ils ont dû attendre 15 ans pour que la Formule 1 daigne y venir, mais elle va peut-être s'y installer de manière un peu plus durable. Ça sera en tout cas le cas au niveau du Qatar. Avant même d'avoir vu une course, on verra ça évidemment au mois de novembre, mais... est-ce que vous estimez, vous, qu'il faudrait rester à Losail, ou est-ce que cette stratégie de changer de circuit, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne stratégie quand on veut installer un pays en fait dans le calendrier de F1, Franck? Moi, je pense que de toute façon, là, c'est une question d'argent avant tout. C'est-à-dire s'ils sont capables d'aligner, alors on parle de 40 millions d'euros, même pas 40 millions pas de dollars, non, c'est 50 millions de dollars, 40 millions d'euros par an sur 10 ans, donc ça fait comme une sacrée somme, 500 millions de dollars sur 10 ans. Effectivement, je pense que derrière il va y avoir un circuit qui va être ou réadapté ou un nouveau circuit derrière. Je pense que pour l'image du Qatar, pour ce qu'ils sont capables de faire, pour ce qu'ils vont faire pour la Coupe du Monde, je ne les vois pas rester comme ça sur un circuit étriqué qui donnerait un mauvais spectacle. Il y avait une interview effectivement du directeur du circuit qui évoquait quand même déjà l'arrivée de la F1 un jour sur son circuit en disant que c'était pas très très adapté effectivement en termes de spectacle. Après, je pense qu'ils vont aussi attendre de voir s'ils ont ce luxe-là, de voir ce que vont donner les F1 2022. Si effectivement les F1 2022 arrivent à se suivre de près, peut-être que Losail suffira finalement pour le spectacle. Donc voilà, je ne sais pas si effectivement ils vont attendre jusque-là ou est-ce qu'ils vont vraiment déjà décider de mettre un nouveau plan en marche. Mais voilà, cette arrivée du Qatar, c'est avec celle de l'Arabie Saoudite, c'est vraiment le signal des gros millions qui arrivent dans les caisses de la FOM, de Liberty Media. C'est surtout ça qu'il faut retenir dans ce contexte un petit peu de pandémie, un petit peu de vache maigre pour certaines équipes de F1. Il ne faut pas oublier que les équipes de F1 maintenant ont un budget tout réduit à 140 millions de dollars, voire même 135 d'ici un an. Voilà, ça va être beaucoup d'argent en plus pour la FOM, et on sait que justement Liberty Media cherche à rentabiliser absolument la Formule 1. Il y a toujours eu beaucoup de spéculations, de rumeurs sur le fait que Liberty Media cherchait à revendre le championnat. Ça n'est jamais arrivé, et là en fait ils ne font que renforcer un petit peu tout ce qui va être revenu annexe, et on ne parle pas de petits revenus, on parle des revenus effectivement qui viennent des circuits. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses qu'il faut qu'on prenne dans le sens que ça va stabiliser la Formule 1, dans le sens promoteur général, Liberty Media, et promoteur de circuit. Après, effectivement, le contexte géopolitique, ces pays-là, on les voit de plus en plus émerger. Voilà, le Qatar est présent en football, le Qatar est présent un petit peu partout. Voilà, il faut s'y faire. Ils sont là de manière naturelle, logique, au fur et à mesure. Voilà, ils ont beaucoup d'argent. Le pétrole, c'est bientôt fini pour eux aussi. Donc voilà, il faut qu'ils arrivent à se diversifier et à faire de l'argent autrement. C'est ça. Pour rebondir à ce que dit Manjoc, c'est oui, effectivement, il n'y a que Losail au grade 1 FIA. Et après, effectivement, comme il n'y a que Losail tout court au Qatar. Hein. C'est, à un moment donné, ils n'ont pas 50 circuits à la base. Mais comme le dit Tommy Dad, ils sont capables de construire une ville juste pour faire un circuit en ville. Et c'est ce que fait l'Arabie Saoudite. Parce que le circuit de Qiddiya, qui va prendre la suite de Jeddah, il sera littéralement dans une ville qui est en train d'être construite, Neom, la ville du futur. Donc, et puis, ils peuvent aussi, il y a aussi le circuit à Abu Dhabi, qui a lieu lui, en ville, donc ils vont se dire puisqu'on a un circuit en ville, nous aussi on va essayer de faire un circuit en ville plus beau, plus grand, etc. Donc à mon avis ce serait dans la logique de vendre le pays et d'avoir un circuit en ville plutôt qu'au milieu du désert. Et puis bon, ils ont de la place, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, 10 ans ça laisse le temps.
Ce qui me fait halluciner, c'est quand on parle de l'Arabie Saoudite, ils sont en train de construire un circuit de toutes pièces comme ça, un circuit en ville comme ça, ils le construisent maintenant, et ils savent qu'il va pas servir longtemps. Et c'est prodigieux. Ah ouais, non, mais ça n'a rien à voir. Le promoteur du circuit disait que ça servira pour la moto, pour les voitures de luxe, pour les événements professionnels. Donc, à mon avis, ça va être plus large que la F1. Non, mais la moto à Jeddah, par contre, c'est au niveau danger. Non, mais je crois que t'as raison, il me semble qu'ils en ont parlé. Ouais, il avait dit ça. Mais c'est équivalent Macao au niveau danger. Il a jamais regardé un Grand Prix de moto, le mec. Il n'a pas compris qu'avec 2 roues, il y avait des gens qui pouvaient se faire propulser, tout ça. Oh, vache. Mais après, je pense que l'arrivée comme ça de ces pays alors là, c'est vrai qu'il y a le prétexte du Covid qui aide bien à justement avoir des gros contrats qui arrivent, mais ça montre aussi en fait la tendance plus large de la F1 qui a maintenant énormément de candidats. Ils ont techniquement 28 ou 29 candidats presque pour organiser des Grands Prix. Et parce que là, cette année, finalement, il y en avait beaucoup d'annulés. On arrive quand même à 22 Grands Prix. Et il y a la F1, du coup, a le choix. Et forcément, dans les périodes un peu plus compliquées financièrement, on sait que ce sera des années où ils vont faire le choix de ce qui rapporte. Donc, on peut imaginer que s'il y a un coup dur financier au niveau de Liberty, par exemple, dans quelques années, on aura une année suivante. S'ils vont toujours dans le cas de ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire faire tourner quelques Grands Prix, on aura une année avec la Chine, Bahreïn, Abu Dhabi, le Qatar et tout ça, des Grands Prix qui seront de toute façon amenés et destinés à amener beaucoup plus d'argent, en fait. Et alors, le risque, à terme, c'est qu'on ait de moins en moins de Grands Prix, je dirais pas forcément européens, mais je dirais un peu plus classiques. J'ai tendance à penser que Mexico, par exemple, ou Austin pourraient souffrir à long terme de la concurrence, notamment de Miami, qui aussi apporte beaucoup d'argent, et de ces Grands Prix-là qui vont avant tout commencer à coûter leur Grand Prix aux destinations qui ne sont pas historiques. On essaiera toujours plus de sauver Spa et Suzuka que le Castellet et Austin. Donc ça va être un peu plus compliqué pour ces Grands Prix-là, et il va falloir que certains promoteurs acceptent dès le départ de négocier, par exemple, des contrats une année sur 2 ou une année sur 3, parce qu'il y a certains circuits, s'ils s'obstinent à vouloir des gros contrats long terme, etc. On sait que certains circuits, c'est leur principal truc, ils veulent absolument un contrat à long terme. Ça se fera sûrement plus. Donc ça risque de changer un peu la physionomie et la manière dont la F1 se construit et construit ses saisons dans le futur, quoi. C'est sûr que le problème, voilà, c'est effectivement, là, il va y en avoir donc 4 maintenant des Grands Prix dans le Moyen-Orient, avec Bahreïn, Abu Dhabi, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Le problème, c'est que ces 4 Grands Prix-là seront au calendrier tous les ans. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire une alternance parce que ça serait craché sur 40 millions, 50 millions, 60 millions de dollars sur une année, ce que Liberty Media ne peut pas se permettre. Je vous montre juste, parce que voilà, pour que vous voyez un petit peu la situation du Qatar niveau sport auto, niveau circuit, tout ça. Donc voici une vue actuellement du Qatar. Voilà, donc ça ressemble à peu près à ça en vue satellite. Alors ne vous concentrez pas sur ce merveilleux ovale qui n'est pas du tout un ovale, qui est simplement c'est un circuit de course de chameaux. Donc on va peut-être pouvoir en faire quelque chose. Mais si vous allez là, voilà, vous voyez ça. Ce petit truc-là, c'est le Grand Prix du Qatar, voilà. C'est-à-dire que c'est vide autour, il y a une route pour y accéder et c'est tout. Il n'y a rien de plus. On a du sable à perte de vue et voilà, ce sera un petit peu ça. Donc effectivement, à côté, on peut construire un tout nouveau circuit là, ici. On peut le faire un peu partout. Voilà, on peut vraiment se faire plaisir. Donc un petit Nürburgring. C'est ça. On peut mettre le Nürburgring, on peut mettre la Targa Florio aussi qui faisait 75 bornes. On peut vraiment y aller, quoi. C'est un jeu bac à sable, c'est complètement ça. C'est comme Minecraft où vous construisez totalement ce que vous voulez un peu partout. Imagine le jour où ils vont copier un Monza ou un Spa et que ça va être délocalisé là-bas, on va voir flou quand même. Ah mais il serait capable maintenant qu'on fait on fait les circuits, vous savez. Il avait plu en MotoGP. Et oui, en 2009, ils avaient décalé la course au lundi parce qu'il pleuvait. Il pleuvait à verse au Qatar. Mais maintenant, je vous rappelle qu'on fait ça depuis quelques années tout au nord. On a des circuits modernes qui sont calqués en glace, donc vous pouvez rouler sur le Paul Ricard, mais en glace. Totalement différent. Donc là, ils pourraient faire ça de manière totalement différente au Qatar. Ils vont sortir un circuit qui va être là. Il fait 7 km. Il y a une épingle au début. Après, il y a une grande chicane rapide en montée. Par contre, ils vont avoir les dégagements. Et là, évidemment, Liberty Media ira faire ce qu'il veut. Niveau terrassement, ça sera quand même un peu plus dur. Parce qu'il va falloir monter. Il va falloir réunion. Oh, mais ils seraient capables de le faire. Là, ils se sont dit, allez, c'est le Zail, c'est pas grave. C'était que pour la moto, on va pas mettre de dénivelé. Mais alors maintenant, s'ils font en plus de dénivelé. Dans les dunes. Voilà, ça passe largement. Ils ont quand même réussi à organiser le championnat du monde de cyclisme et à avoir une côte, mais genre un énorme plateau. Ils ont construit ça toutes pièces. Ils ont dit bonjour, allez, on vous place ça comme ça, ce sera pas tout plat. Je ferais bien un Grand Prix sur la mer, avec un circuit qui passe dans le pont, hop, sur la mer Rouge. Protéger tout ça, mais ça serait spectaculaire. Dans un tube avec des requins autour.
Oh, ce serait extraordinaire, vous imaginez un pilote qui tombe en panne, il carre sa voiture, il y a le requin qui vient à côté. Là, vous auriez des images. Là, à un moment donné, ce serait quand même quelque chose d'assez incroyable. Les requins à la fin, il y en a déjà plein. Ouais. Oui, c'est un monde de requins, mon frère Alex. Donc effectivement, il y a largement ce qu'il faut. Le bac à gravier, c'est ringard, on préfère le bac à sable. Ça au moins, alors, il y en a un peu moins qu'avant, mais c'est vrai qu'il y a au moins il y a du gravier là. Hein. Il n'y a pas de souci. Les dégagements sont extrêmement longs, larges, tout ce que vous voulez. Il y a des graviers partout, donc vraiment, on retrouverait quasiment un petit peu ce côté old school qu'on avait au Mugello par exemple, mais pas old school quoi. Manu. Cela dit, on parle de pluie, on dit que comme ça il n'y aura pas d'annulation, mais s'il y a une vraie tempête de sable un jour, un week-end de Grand Prix, ce sera comme Spa, c'est-à-dire que ce sera non en fait, tout simplement. C'est déjà qu'on voit le premier jour des essais à Bahreïn cette année, où l'air était orange et qu'on a vu que c'était pas terrible pour la visibilité. Il suffit qu'il y ait un phénomène un poil plus violent sur un week-end de Grand Prix, et là c'est juste annulation pure et simple, il n'y aura même pas de chance d'attendre ou d'espérer quoi. C'est vrai. Par contre, pour Liberty Media, c'est quand même un sacré panel aussi de circuits mobilisables pour les essais privés, hivernaux notamment. Donc voilà, pourquoi il est tout le temps à Bahreïn, du coup. Aussi, ça pourrait être aussi à Losail, du coup. Ça pourrait être sur d'autres circuits. Je pense que Barcelone peut craindre de ce côté-là aussi. Parce que, voilà, une fois que les F1 de 2022 seront stabilisés, on va peut-être aller plus souvent là-bas. C'est sûr que là, ouais. Vas-y, Manu. Le but, c'est peut-être aussi de reculer les essais en janvier ou février pour que la saison prenne plus de temps. Parce que là, on voit qu'ils ont annoncé... Dominique Allier aujourd'hui dit on aura un calendrier de 23 courses entre mi-mars et mi-novembre. Ça fait 23 courses en 35 semaines, moins les 4 semaines de pause estivale. Ça fait 8 semaines de repos sur l'ensemble de la saison. Il est clair qu'à un moment, il va falloir étirer le calendrier s'ils ne veulent pas limiter la saison. Et je pense qu'effectivement, démarrer la saison mi-février par un trio Bahreïn, Qatar, Arabie Saoudite, oui, ça aurait du sens avec les essais hivernaux avant là-bas. Et comme ça, au moins, la saison... On ne tue pas les gens de la F1 en leur faisant faire 4 fois 3 week-ends de suite. Ouais, une saison de F1 Asia, quoi, ça pourrait être bien. Pour les points de super licence. Comme le GP2 Asia à l'époque, quelle bonne transition, parce que ça a roulé à Losail à l'époque, hein, c'était donc le GP2, vous savez, l'ancêtre de la F2. Et donc il y avait 2 courses qui ont été organisées à Losail au Qatar. Nico Hülkenberg a gagné la première et Sergio Pérez la deuxième. Donc il va arriver en terrain qu'il connaît, c'est l'un des seuls du coup de la grille actuelle qui va connaître ce circuit, donc ça lui offre un très léger avantage, mais c'est pas non plus la folie, c'est-à-dire qu'il va quand même devoir revenir à des sensations qu'il avait il y a 12 ans dans une voiture qui n'a rien à voir avec une Formule 1, mais au moins... il y a déjà une petite idée de ce que ce circuit peut donner. Toi, Alexandre, tu vois quoi pour cette piste qui regorge en fait de virages à moyenne et haute vitesse, hein, globalement, c'est un petit peu le créneau de ce circuit. Pour le Losail ou pour la Turquie ? Pour Losail. Pour le Losail. Vu la moto, je pense que ça va être difficile d'avoir vraiment du spectacle, surtout avec le règlement actuel. Après, ce qui va amener beaucoup d'incertitudes, c'est effectivement le peu de données des équipes dans le simulateur. Elles n'auront peut-être pas le temps de tout rentrer, donc on peut avoir un petit peu comme à Portimao ou Mugello l'an dernier des surprises, des différences. Donc ça peut être assez intéressant à suivre pour une première année. Après, pour l'intérêt, tout dépendra de l'efficacité du règlement 2022. S'il permet, ou 2023 en l'occurrence pour le Qatar, s'il permet vraiment aux équipes de se suivre, ça sera préférable parce que sur le papier, ça m'a pas l'air extraordinaire par rapport à Bahreïn, tout simplement. J'ai un peu peur pour le spectacle, c'est qu'ils ont prévu les pneus les plus durs et ils roulent de nuit, donc j'ai un peu peur que ce soit niveau stratégie, ça va être facile de faire une stratégie unique pour tout le monde, quoi. Ouais, après, en question force en présence, je pense quand même que moi je mettrais quand même plutôt une pièce sur Red Bull vu la configuration du circuit que sur Mercedes, clairement. Ça tourne beaucoup, donc c'est plutôt favorable à Red Bull dans ce cas-là. Après, voilà, on n'est pas à l'abri de surprise, comme tu disais, Manu, au tout début d'émission, c'est que cette saison elle est absolument folle. Qui imaginait un Grand Prix de Sochi aussi animé et sympathique que celui qu'on a eu. Donc voilà, on est en train de dire que voilà, le Qatar pourrait être un petit peu ennuyeux, puis finalement, on va se retrouver à commenter peut-être l'un des meilleurs Grands Prix de la saison. Donc voilà, c'est tout ce que je nous souhaite. Donc ouais, mais moi je mettrais une petite pièce sur Red Bull, parce que je pense que c'était un petit peu le sens de la question de Michael, non ? Un petit peu, effectivement, mais c'est vrai que ça devrait être un circuit qui devrait leur aller. Il va peut-être falloir dire... Donc ce sera du 19 au 21 novembre. Je viens d'aller revoir sur le site officiel de la Formule 1 pour avoir les dates exactes. C'est marqué que c'est encore le Grand Prix de TBC. Donc, il y a juste un lien vers l'article
disant qu'ils ont officialisé le Qatar, mais ils n'ont pas fait encore la page circuit. Le Ooredoo Qatar Grand Prix va découvrir un nouveau sponsor aussi de course. Pourquoi pas? Il y a Louis qui le dit, j'ai calculé, si on met 6 fois des Grands Prix qui suivent, donc deux semaines de suite, ça fait 12 Grands Prix, avec ensuite un triplé qui font 3 Grands Prix, puis la pause estivale, et enfin 5 fois 2 Grands Prix en fin de saison, on peut avoir de début de mars jusqu'à fin novembre. Oui, mais Stéphane Dominicali va regarder ça, il va dire non, on peut pas. On ne peut pas. Alex, il serait ravi. Voilà. Alors, Manchox nous dit c'est sponsor à l'arrière du maillot du PSG. Ah ouais, bah d'accord, comme quoi. Ce serait surtout compliqué encore une fois pour les gens qui voyagent pour les équipes, puisque les mécanos, on essaie de dire en gros il faudrait potentiellement faire des tournées sur les équipes de mécanos, mais en fait c'est compliqué à mettre en place parce qu'il faut accepter que les gens ne veuillent pas avoir des boulots. Ils peuvent pas prendre 2 équipes et en amener qu'une partie à chaque fois parce que ça fait trop au niveau du budget. Et ils peuvent pas demander à des mécanos d'accepter un salaire partiel comme ça de temps en temps. Donc c'est compliqué à ce niveau-là. Et en plus, il y a quand même besoin des mécanos pour monter de toute façon tout ce qui est infrastructure. Donc c'est eux qui en payent le plus cher parce que mine de rien, il y a un ingénieur Red Bull là, qui bosse sur les circuits qui disait qui a bossé sur les circuits et qui expliquait un peu le quotidien, on va dire, de ces gens-là. C'est voilà, ils arrivent le lundi sur les circuits, ils repartent le dimanche soir ou le lundi. Donc il faut pas oublier que pour eux, littéralement, 23 semaines de Grand Prix, c'est 23 semaines passées en dehors de chez eux. Et quand il y a des triple headers comme ça, parce qu'encore en Europe, ils peuvent prendre une journée ou 2 chez eux au milieu. Mais quand il y a des triple headers comme ça, c'est vraiment des coups où ils partent 4-5 semaines de chez eux. Donc c'est très compliqué c'est très compliqué à ce niveau-là. Il faut que la F1 commence à le comprendre. Bah, je te mets mon ongle à couper qu'on va avoir une réglementation à un moment ou à un autre qui va nous dire qu'il y aura une rotation à instaurer, voilà, que chaque mécanicien ou ingénieur, parce que voilà, c'est un peu difficile de l'imaginer pour les big boss, pour les ingénieurs de course, mais voilà, qui seront censés peut-être faire que 15 ou 18 Grands Prix au maximum par an et qui vont mettre une rotation. Donc ça pareil, comme le Qatar il y a pendant 10 ans, ça fait 10 ans qu'on en parle, ça fait 10 ans que l'idée de le faire la rotation du personnel de la F1 nous pend au nez, donc je pense qu'on va pas trop tarder à y arriver. Et puis enchaîner les Grands Prix comme ça a un coût en termes de fatigue, ça a aussi un coût environnemental, puisqu'à l'heure où la F1 veut atteindre la neutralité carbone, il y avait une étude qui était sortie il y a 2 ou 3 ans qui montrait que la logistique, c'était à peu près 45% de la pollution émise totale par la F1. Sans compter même le transport des personnels qui devait représenter à peu près 10-15%, sachant que les voitures qui tournent en elles-mêmes, ça a constitué, je pense comme 1% ou quelque chose de moins des pollutions totales. Donc c'est vrai que c'est triplement contradictoire à l'heure où la F1 veut économiser le personnel, veut donner une image d'ouverture démocratique, de valeur, etc. et donner une image de vertu environnementale. Ça prouve bien que voilà, sur ces 3 points, le Grand Prix du Qatar apparaît en contradiction. Et surtout que, on rappelle, il y aura en plus 23 courses l'an prochain. Et un bon tiers, allez, 7 ou 8, on ne vous les met pas encore, on ne sait pas trop, mais de qualification sprint en plus. Donc on va l'avoir notre saison de F1 à 40 courses bientôt, hein. ça va être sportif, très clairement. Mais donc c'est ce que Stefano Domenicali déclare aujourd'hui à Sky Sport F1. Alors, ça, je mets mon avis, rassurez-vous, je ne veux pas mettre en danger Next Gen ou quoi que ce soit, mais je trouve ça prodigieux d'avoir vu la réaction tout à fait réaliste et surtout spontanée des personnes travaillant pour Sky Sports F1 ensuite sur Twitter, qui se sont tous dit extraordinaire, superbe calendrier, bravo la F1, j'aime beaucoup, bravo Stefano. Mais voilà, ils ont le droit d'avoir leur propre opinion, bien sûr, et on les comprend bien. Mais donc on aurait 23 Grands Prix de mars à novembre, donc effectivement, comme on le disait, et 7 qualifications sprint. Est-ce qu'on est surpris de cette quasi-officialisation par Domenicali qu'on va augmenter vraiment le nombre, alors qu'on n'a pas encore vu le 3e test qui devrait avoir lieu du côté du Brésil? Franck, je te vois avec une mine dépitée. Moi je suis vraiment étonné d'avoir cette annonce-là avant même effectivement le test au Brésil, même si je pense qu'au Brésil, pour le coup, c'est vraiment l'endroit où je pense qu'on devrait voir le maximum de déplacements, parce que voilà, Interlagos s'y prête vraiment au spectacle, donc je pense qu'il parie un petit peu là-dessus, un peu en avant sur le fait que Interlagos, ça se prête vraiment au déplacement, et que du coup on verra une course sprint un peu plus animée que sur les 2 autres circuits. Donc voilà, après je suis pas étonné du tout là, en termes de spectacle derrière, en termes
en termes d'attractivité du vendredi, du samedi, c'est du pain béni pour la F1. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs, même si effectivement les vrais fans de F1 sont un petit peu demandé où était le vrai positif là-dedans. Moi, je suis assez pour dans le sens, voilà, si ça nous permet d'éviter les grilles inversées en Formule 1, comme j'avais déjà dit dans cette émission, et qu'on a effectivement des petits changements sur la grille qui nous empêchent d'avoir 2 McLaren devant 2 Mercedes, devant 2 Ferrari, devant 2 Red Bull, enfin voilà, vous prenez ce que vous voulez, avec des petits couacs, des petits aléas le samedi. Pour moi, je trouve que c'est entre guillemets le compromis parfait par rapport à une grille inversée. Maintenant, reste à savoir sur quel circuit on va mettre ces 7 ou 8 Grands Prix. Moi, je vois très bien par exemple le Canada. Le Canada, c'est formidable aussi, on dépasse beaucoup. Hein, pas de Monaco, évidemment. Monaco, on dépasse déjà quasiment pas en course normale. Alors, c'est pas pour dépasser en course sprint. Puis Monaco doit rester un exercice de qualification, de performance pure sur un tour. Voilà, je pense qu'il y a des choses, il y a du bon, il y a du moins bon. Après, voilà, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on revoie effectivement le nombre de points qui est attribué à cette course aussi. Voilà, si on se décide de la généraliser en se disant voilà, c'est 7 ou 8 courses, effectivement, ne pas mettre des points qu'aux 3 premiers. Peut-être aller effectivement jusqu'au top 10 de nouveau, quoi. Histoire d'avoir un peu plus de motivation. Est-ce qu'on a juste une idée du format? Parce qu'effectivement, on ne sait pas encore exactement quel est le format, ou est-ce qu'on est parti pour que ce soit des courses de qualification ou effectivement peut-être des événements distincts du Grand Prix du dimanche, ou qu'il ne l'a pas encore dit? Non, il ne l'a pas dit encore, mais c'est évoqué, ouais. Après, moi, je trouve que ça montre quand même que, malgré tous leurs jolis mots à dire oui, on veut voir comment ça va se passer, on veut l'avis du public, on va faire un sondage. Ils ont fait un sondage sur le public qui, je pense, n'a pas été très positif parce qu'ils ont fait vraiment un sondage en cours sur Internet. Et en fait, les décisions sont déjà prises. C'est-à-dire que, oui, on essaie de dire on va voir, on est à votre écoute, on ne veut pas que ce soit au détriment du spectacle, on ne veut pas que ce soit au détriment des fans. Mais je pense que au soir, le samedi soir de Silverstone, quand ils ont vu les chiffres d'audience du vendredi avec les qualifications et du samedi avec le sprint, ils se sont dit c'est bon, banco, de toute façon c'est mieux. Donc après ils trouveront le moyen de dire que c'est mieux et que de toute façon c'est une bonne chose pour la F1. On avait vu Ross Brown qui était émerveillé par le spectacle de la quali sprint à Monza et je sais pas comment. Et je pense que ce sera pareil à l'Interlagos quoi qu'il arrive et ils valideront le plan tel qu'il est là. Oui, de toute façon, ça nous renvoie à la discussion qu'on avait sur le Qatar, c'est comment monétiser le plus possible, comment trouver des nouvelles sources de croissance de revenus. Liberty Media, ça reste une entreprise qui est cotée en bourse, qui doit rendre des comptes aux actionnaires, donc qui a beaucoup souffert avec la pandémie, notamment avec l'autre branche, SiriusXM, qui s'occupe des concerts. Donc on est dans cette même logique et c'est tout à fait rationnel et raisonnable de la F1 à faire ça. Je pense qu'on peut aussi faire confiance à Dominicali pour choisir les meilleurs circuits. Et on peut au moins leur attribuer le crédit d'avoir voulu tester ça avant sur trois Grands Prix, au lieu de faire comme en 2016 avec le grand succès des qualifications par élimination à Melbourne. Mais c'est vrai que on a cette nouvelle gestion, parce que quand c'était Bernie Ecclestone, il y avait une volonté d'enrichissement et voilà, de faire de l'argent, mais c'était plus du prestige, j'ai l'impression. Bernie Ecclestone essayait vraiment de construire le prestige de la marque Formule 1. Vous vous souvenez de ses sorties notamment en disant que de toute façon, nous on vend des publicités à Rolex, à tout ce genre de choses. Voilà, c'est pour un segment très particulier de personnes et c'est pas bien grave. Ici, Liberty Media, ils opèrent un peu plus, effectivement, comme tu dis Alexandre, comme une entreprise, et à un moment donné, faut faire rentrer de l'argent dans les caisses, et donc voilà, ils vont prendre des décisions qui sont pas forcément populaires avec les fans, mais on a peut-être l'impression qu'ils vont quand même essayer de les faire avec une légère parcimonie, et qu'ils vont pas soudainement te dire et sur 3 sprints il y aura une rotation incomplète de la grille de départ, le dernier partira en premier, puis sur un sprint ils couperont le peloton en deux, il y a une partie qui fera le circuit dans un sens et l'autre dans l'autre, ça va être formidable. Enfin non, ils vont pas rentrer dans des considérations pareilles. J'espère, parce que là, maintenant, si ça se trouve, peut-être qu'on a des gens de Liberty Media qui nous écoutent et qui vont se dire c'est pas mal ça. Elle est très bonne son idée. Et on ne créditera pas en plus, mais on la sortira, bien sûr. Et il faut pas oublier aussi que cette idée vient aussi du fait que la Formule 1 était un des premiers, si ce n'est le premier sport mondial à reprendre en juillet de l'année dernière, quand le Covid effectivement est arrivé. Et ça a attiré forcément beaucoup de gens en manque de sport à la télévision, et notamment des jeunes. Liberty Media exposait effectivement lors de son dernier relevé de l'année dernière, effectivement qu'il y a eu une croissance énorme du côté des jeunes sur la Formule 1, et du coup voilà, il faut ça aussi savoir répondre à cette cible. Alors pas mal d'études disent que voilà, l'attention des jeunes n'arrive plus à dépasser l'heure ou l'heure et demie, voilà, effectivement des grands prix, donc avoir ces événements courts là aussi en plus pour la F1.
est-ce que ça peut permettre de les mobiliser davantage, de les intéresser un peu plus, de faire des événements distincts? Pourquoi pas, voilà. Après, on n'a jamais raccourci un match de foot à moins d'1h30 à cause des jeunes pour l'instant, donc moi je reste encore un petit peu circonspect là-dessus, mais il y a vraiment un phénomène d'audience qui s'est rajeuni en Formule 1. Je pense que voilà, Manu, qui gère aussi un petit peu les commentaires sur notre site, le constate aussi de manière assez... de manière assez quotidienne sur effectivement qu'il y a beaucoup plus de jeunes effectivement qui commentent la Formule 1 sur nos pages par rapport à ce qu'on avait il y a 2 ans, hein, clairement. Ouais, clairement. Donc voilà, il y a un renouvellement de l'audience qui est salutaire, hein, pour ce sport qui était vieillissant sous l'ère Bernie Ecclestone. Donc voilà, je trouve tout à fait normal qu'on cherche aussi à s'adapter à ce nouveau public. Donc voilà, il ne faut pas être non plus réfractaire au changement. Faut pas vendre la peau de l'ours, hein, pour le football, on ne sait jamais. Je suis actuellement en même temps en train de suivre une course de NASCAR qui comporte 3 segments distincts, donc imaginez, hein, tout est possible dans toutes ces choses. Et ouais, j'espère qu'ils ne sont pas en train de regarder la NASCAR chez Liberty Media, parce que sinon ils vont commencer à nous vendre des trucs. Là, vous ne comprendrez plus le système des Grands Prix si on vous commence à vous ajouter des segments, des points de segments, des machins, des playoffs. Le pire, ce serait des playoffs quand même. Le pire, ce serait un système de playoffs en F1. Là, ça voudrait vraiment dire que la F1 s'américanise beaucoup. Ah, je trouverais ça extraordinaire. Nous ruiner la bataille Hamilton-Verstappen en introduisant des playoffs permettant à 2 autres guignols qui n'ont rien fait de la saison de se retrouver en finale avec les deux. Là, moi, je trouverais ça très chouette. Ça s'appelle la course des champions. Ouais, c'est un petit peu ça. Et on rappelle que Valtteri Bottas, il participera. Il aura des chances de triompher parce que ce sera sur de la glace en plus. Donc, il va être sur un élément qu'il aime bien, Valtteri Bottas. Bon, voilà ce qu'on peut Valtteri dire. Bottas, il n'a pas de chance. Donc par définition, il n'a pas de chance. Oui, la voiture va tomber en panne, certainement. Elle ne va pas démarrer. Je ne vois que cela pour le pauvre Valtteri. Mais en tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire, hein, sur ce Grand Prix du Qatar et sur la saison un petit peu 2022. On va vous parler quand même de ce qui va se passer ce week-end, puisque la Formule 1 retourne à Istanbul pour la 2e année consécutive. Alors, vu ce qui s'est passé l'an dernier, c'était quand même, d'après les fans de F1, le meilleur Grand Prix de la saison. Hein, donc, on ne sait jamais. Là, les attentes sont très, très, très élevées. Manu, je me tourne déjà vers toi pour le point météo, bien sûr, car on regarde. Merci. Point météo, et en fait, plus ça va, moins ça va. C'est-à-dire qu'au départ, les prévisions, le fin de semaine dernière étaient de quelques averses samedi. Et là, on est à quelques averses le vendredi et pluie, un peu de pluie le samedi et pluie le dimanche. Donc, en fait, apparemment, ils ont une période un peu de dépression, on va dire, qui arrive, et ça attaque le week-end et ça sera toute la semaine d'après. Donc, je pense que de plus en plus, pour l'instant, la tendance, c'est que le dimanche, de manière plus sûre, sera sous la pluie, comme l'an dernier. Donc après, bon, on a encore quasiment une semaine avant, donc ça reste des indications, on va dire. On va te financer un fond vert, Manu. Je veux que tu nous, tu nous fasses le truc derrière des cartes, les dépressions, les machins. Parce que il y aura un anticyclone à Istanbul. On rappelle, hein, que c'est la même émission, bien sûr, qui il y a 2 semaines vous a vendu un samedi complètement vierge en Russie, une pluie pas possible. Vraiment. Donc voilà, à prendre avec les pincettes. C'est loin quand même, hein. Ouais, on n'était pas loin. On était pas loin, mais si tu veux, c'est Jean Alési, souvent il était pas loin, mais il a gagné qu'un seul Grand Prix, si tu veux. Donc voilà, c'est bien de pas être loin, mais il faut qu'on soit nickel. Mais voilà, c'est dans 6 jours le Grand Prix. Un présentateur météo, c'est celui qui explique le lundi pourquoi il s'est trompé le samedi. Exactement, voilà. Mais simplement, nous n'avons pas vu. Mais sinon, pour revenir à l'an dernier, moi je suis pas sûr qu'on va avoir une bis repetita. Pour plusieurs raisons. D'abord la météo, parce que même si la pluie pourrait venir, en tout cas il fera plus chaud que l'an dernier. Et l'an dernier, ça avait été un gros problème, la chaleur, pour mettre les Pirelli, pour faire chauffer les Pirelli, tout simplement. Tout simplement aussi parce que le Grand Prix avait eu lieu en novembre et pas en début octobre comme ici. Ensuite parce que Pirelli amène, et ça pourrait compter, des pneus un cran plus tendres que l'an dernier. Donc, qui vont offrir plus d'adhérence, qui seront plus faciles à chauffer. Donc, ça devrait aller mieux sur ce plan-là. Et puis, les équipes ont des données, puisque la dernière fois, ça faisait 9 ans qu'ils n'étaient pas allés à Istanbul. Là, ils ont des données toutes fraîches. Voilà, pour ces 3 raisons, je pense que... Et puis, ils ont aussi resurpassé l'asphalte et ils l'ont arrosé, etc., nettoyé avec du Karcher. Donc, voilà, pour ces 4 raisons, je pense que ça devrait mieux se passer. Voilà, c'est pour ça que... Ouais. Ils ont décapé la piste, c'est vraiment le terme exact qui a été utilisé. Alors, on n'est pas allé effectivement jusqu'à la terre en dessous, hein, voilà, c'est vraiment une petite fine couche de goudron qui a été enlevée. J'ai lu entre 0,2 et 0,3 mm à peu près de goudron en fait, qui a disparu grâce à ce décapage. Ça devrait effectivement de mettre un peu plus le gravier à nu en contact du coup avec les pneus, ça devrait normalement très très
Voilà, très bien amélioré le grip voilà, en surface de ce circuit qui a servi un petit peu quand même pendant l'année. Je me suis renseigné, il y a eu voilà, 3-4 courses, il y a eu quelques journées aussi avec des voitures. Donc il a servi, contrairement en fait ce qui est arrivé l'année d'avant. Donc voilà, on n'aura pas un circuit aussi sale, aussi huileux que l'année dernière. Donc de ce côté-là, je pense qu'on sera un petit peu plus confiant. De là à dire qu'on aura un super grip comme au Paul Ricard ou sur d'autres circuits, je pense pas non plus. Mais ça devrait mieux se passer. On va revenir un petit peu à l'Istanbul des années 2000-2010. Voilà. Ouais, c'est effectivement l'an dernier, c'était surtout voilà, cette pluie qui fait remonter tout ce qui est huile, tout ce qui était ancré dans le sol. Et effectivement, bah, voilà, quand vous n'avez pas d'autres séries qui ont pu venir, parce qu'en plus, je crois qu'il n'y avait que la Formule 1 l'an dernier, hein, si je dis pas de bêtises, et ça va être de nouveau le cas cette année. Mais voilà, on ne mettait pas de série annexe, donc forcément, bah, ça rendait le tout très compliqué. Vous le mentionnez bien régulièrement dans le chat, et vous êtes nombreux à le dire. Oui, ça a été très compliqué pour Valtteri Bottas, qui nous a peut-être fait son pire week-end en Formule 1 quand même l'an dernier à Istanbul, parce que je pense. C'était son Massa Silverstone 2008. Voilà, c'était sa performance majuscule où il nous a fait que les têtes à queue pour Valtteri Bottas, qui était dans une situation très complexe, surtout que son équipier est devenu septuple champion du monde ce jour-là. Donc autant vous dire que avec en faisant une course qui elle était absolument folle et parfaite au niveau stratégique, pilotage, etc. Donc ça avait encore plus renforcé ce fossé entre les deux. Il n'y aura pas de 8e titre pour Lewis Hamilton ce week-end, ça je peux vous le dire. Ça me semble mal barré pour pouvoir aller chercher le titre, parce que quand même il va rester pas mal de courses derrière. Maintenant voilà, Lewis Hamilton et Max Verstappen vont reprendre, on ne peut que le souhaiter évidemment, leur duel. Sauf, mon cher Franck, si chez Mercedes on procédait à un changement de moteur. Oui. C'est Toto Wolff qui l'annonce. C'est ça, ce soir, Toto Wolff nous dit qu'un changement de moteur complet pour Lewis Hamilton est possible. Voilà, possible ce week-end en Turquie. Alors, à mon avis, ils vont quand même attendre de voir ce que donne la première journée du vendredi avant de se décider, aussi bien en termes de météo que de performance relative face à Red Bull. On peut imaginer que si les Mercedes sont bien devant Red Bull, on se hasardera peut-être pas à changer le moteur sur ce Grand Prix-là. Quoique, on pourrait se dire effectivement, après ça veut dire que Hamilton pourrait bien remonter aussi en course et limiter les dégâts, comme l'a fait Max Verstappen à Sochi. Tout est possible, mais comme tu dis, effectivement, le titre ne se jouera pas à Sochi, et de toute façon, il ne pourra pas se jouer avant Interlagos au mieux, puisque même si Hamilton venait à marquer 3 fois 25 points, ou Verstappen le contraire, il reste encore 7 Grands Prix, donc ça veut dire pas avant Interlagos pour le titre. Donc ça veut dire que Turquie, États-Unis, Mexique, vous oubliez pour la bataille pour le titre, ça ne sera pas décidé avant le mois de novembre. Ce qui est une bonne nouvelle, parce que ces derniers temps, c'était dans ces eaux-là quand même que Lewis Hamilton arrivait à obtenir ses titres mondiaux, donc ça devrait aller un peu plus loin. Et on espère évidemment que ça ira jusqu'à Abu Dhabi et que la bataille continuera. Alexandre, toi, tu placerais où pour le changement pour Hamilton? Est-ce que faudrait mieux attendre? Est-ce que c'est une bonne idée? Après, ça sera compliqué de faire aussi bien que ce qu'a fait Red Bull en Russie, très clairement. Oui, parce que Red Bull a eu toutes les chances du monde en Russie, c'est-à-dire que Verstappen a pu remonter de la 20e à la 2e place. Moi, je serais du point de vue, je sais pas, il faudrait vraiment savoir les données réelles du côté de Mercedes, parce qu'on a vu que Bottas, s'il a été pénalisé à Monza, donc avec ce changement de moteur, c'est aussi parce que son tout nouveau moteur, s'il avait été pénalisé à Sochi, c'est que son tout nouveau moteur de Monza, où il avait déjà pris des pénalités, risquait déjà la panne critique. Donc si ça se trouve, chez Mercedes, ils ont des sérieuses raisons de penser que le moteur d'Hamilton, même s'il n'est pas au bout de sa course, risque d'exploser au prochain Grand Prix. Donc si on a ces données-là, si on sait que de toute manière, il a une chance sur deux, ce moteur, d'exploser à Istanbul, alors bien sûr, il faut le changer. Mais si jamais il est encore bon et que l'objet, c'est plus de prendre de l'avance sans risque imminent de panne, moi, j'attendrai parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Red Bull peut aussi avoir une panne moteur. Hamilton peut avoir un accident en Q1. Imaginons qu'il change de moteur en Turquie, mais que au Grand Prix suivant, Austin, il y a une rafale de vent, la même qu'il avait aidé à avoir le titre en 2015, le pousse dans le mur. Et il doit repartir de fond de grille. Donc là, Mercedes se dirait, oh là là, mais pourquoi est-ce qu'on a changé de moteur à Istanbul? Donc à moins qu'il y ait un danger imminent, moi j'essaierai d'attendre, parce que de toute manière, il partirait dernier. D'accord avec ça, Manu? Ouais, globalement, après, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on disait la semaine dernière, c'est qu'ils se retrouvent dans une situation compliquée parce que le changement est déjà fait chez Red Bull et pas chez eux, donc il va falloir trouver le moment opportun pour soit limiter la casse, soit carrément en bénéficier. Et c'est vrai que ça les met un peu plus sous pression que finalement Red Bull ait réussi à effacer ce Grand Prix
qui aurait dû mal se passer, duquel ils repartent deuxième, quoi. Donc, je pense que, ouais, de toute façon, ils attendront le dernier moment, mais je crois qu'effectivement, comme tu dis, Alex, il y a forcément un moment aussi où on se rend compte que le moteur est vraiment en bout de vie et qu'il va, ça. Peut-être qu'il vaudra mieux le changer à un week-end où ça n'a pas l'air idéal, mais que c'est pas non plus trop catastrophique, plutôt que de devoir le changer ou de perdre une course à cause de ça, quoi. C'est ça, c'est effectivement compliqué comme décision à prendre. Ils n'ont repris que 7 points quand Red Bull l'a fait. Vas-y, Franck. Il y a un autre paramètre aussi, c'est qu'effectivement un moteur neuf introduit assez rapidement dans le pool, ça va aussi pouvoir dire utiliser plus de puissance, plus de temps sur les grands prix à venir aussi. Donc c'est aussi un calcul stratégique à faire aussi de ce côté-là. Il ne faut pas forcément attendre toujours que ça soit le petit incident, la petite aiguille, voilà, qui vient vous piquer quand vous l'attendez pas pour pouvoir changer le moteur. C'est aussi une stratégie à calculer sur le long terme, c'est-à-dire sur cette course, voilà, parce que voilà, c'est comme le dit Toto Wolff, c'est une étude de tous les paramètres moteurs, de tous les moteurs qui existent encore pour Hamilton. Donc il y en a encore 2 qui qui peuvent rouler en course a priori, qui ont déjà un certain nombre de kilomètres, mais voilà, il y a ce paramètre-là. Il y a peut-être aussi une petite alerte fiabilité du côté de chez Mercedes, parce qu'il y a quand même eu des pannes chez les clients. Il y a eu Valtteri Bottas qui monte un moteur neuf à Monza, il est déjà cramé. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dessus? On ne sait pas. Voilà. Est-ce que c'était un mauvais montage? Est-ce que c'est un fournisseur défaillant? Est-ce que c'est une pièce qui a été mal conçue? Voilà. Et voilà, il y a beaucoup de choses dont on ne connaît rien et qui ne nous permettent que de spéculer pour l'instant. Et je suis désolé pour tous ceux qui nous lisent ou nous entendent. Ce n'est que de la spéculation. Je veux dire, c'est même chez Honda, ils ne savaient pas, chez Red Bull, ils ne savaient pas à Sochi s'ils allaient le faire ou pas, quoi. Comme ils l'ont dit, ça s'est vraiment joué au dernier moment. Donc voilà, ça aussi, je pense aussi vraiment dépend de la météo, parce que si on a un Grand Prix sous la pluie en Turquie, c'est quand même beaucoup plus facile de remonter sous la pluie avec un moteur neuf que de remonter sur le sec. Donc ça sera un paramètre. C'est pas un circuit si facile, hein. Istanbul est effectivement plus peut-être que le Qatar ou ce genre de choses, mais qui reste quand même assez complexe. Rallye 50 qui nous demande quelle est la durée de vie d'un moteur, ça on peut pas exactement le dire, ça dépend. Il y en a qui vont faire 8, 9, 10 grands prix peut-être, et puis d'autres qui vont avoir un peu plus de mal. C'est censé en faire 8 en tout cas, ouais. Ouais, ils sont puisque normalement ils ont le droit. Après, encore une fois, il n'y a pas. On parle de moteur, mais ça n'est pas un moteur. Il y a 6 éléments distincts dans le moteur qui se combinent pour former le groupe propulseur. Vous en avez certains, vous pouvez en utiliser 3 par saison. Donc là, effectivement, il faut faire 8 grands prix environ par élément si vous ne voulez pas avoir de pénalité. Il y en a, par contre, vous n'en avez que 2. Et là, vous devez commencer à envisager 12 grands prix avec la même pièce. Donc ça devient quand même des... On peut aussi le saluer parce que finalement, on arrive en octobre, on commence seulement à parler maintenant d'un 4e moteur pour Hamilton. On l'a seulement introduit chez Verstappen. Enfin, ça reste quand même relativement tard dans la saison et ça reste quand même une fiabilité assez exceptionnelle d'avoir des pièces contenues aussi longtemps. Surtout pour Honda qui a amené un tout nouveau moteur, qui a avancé même d'un an sa nouvelle unité de puissance pour leur dernière année. Ils ont accéléré, ils ont rushé, donc vous pouvez dire, oh là là, tout nouveau moteur, ils ont précipité les choses, c'est sûr, ça va péter à tous les grands prix. Et au final, on voit que le Honda est aussi fiable que le Mercedes, même si le Renault et le Ferrari semblent être les plus fiables, mais bon, peut-être aussi les moins rapides. Ça a un peu plus pété quand même du côté d'AlphaTauri pour Honda en début de saison. On s'inquiétait un petit peu de ce côté-là. Finalement, chez Red Bull, ils n'ont pas été touchés. On s'était un petit peu alerté, mais finalement, ça c'est revenu assez vite dans la moyenne. Et Nolak nous dit, il y a 10 ans, c'était 8 moteurs par saison, c'est quand même une belle évolution. Et il y a 30 ans, c'était 8 moteurs par week-end. Rappelez-vous, bien sûr, c'était 3 par séance. Voilà, c'était la folie. On mettait des moteurs pour les qualifs, on les enlevait juste après. Ils étaient bons pour aller à la benne. C'était une autre époque, très clairement, mais... on ne peut pas dire que ça nous ait volé très clairement en termes de spectacle, d'essayer de maintenant produire des moteurs qui tiennent beaucoup plus longtemps. On rappelle que tout cela, évidemment, se retrouve ensuite dans vos voitures de route. Donc voilà, si ça peut aider la fiabilité de tout le monde, on va quand même pas s'en plaindre. Vous nous disiez aussi qu'il y avait la boîte de vitesse Mercedes qui faisait peur un petit peu au début d'année. Donc il y avait eu pas mal de petites alertes, notamment lors des essais hivernaux, qui ne se sont pas révélées tant que ça. C'est-à-dire que même chez Mercedes, on n'a que Latifi pour l'instant qui a pris le nouveau moteur. Donc, qui a pris un moteur supplémentaire en tout cas. Tu dis ça et la boîte de vitesse d'Hamilton va éclater à l'avant-dernier tour. Bien sûr, c'est prévu. Ça, non, mais c'est notre chance habituelle. Ça ne faut pas s'inquiéter. On va pas espérer lui porter la poisse. On veut porter la poisse à personne. Bien entendu, on va espérer que ce beau duel continue. Bon, j'ajouterais juste quelque chose quand même, c'est que Red Bull a perdu un moteur pour Verstappen et pour Perez sur accident.
ce qui n'est pas arrivé à Mercedes. Donc Oui. en termes de stabilité, Honda est quand même devant Mercedes pour le coup. Oui, C'est vrai. tout à fait. On rappelle que c'était notamment à Silverstone pour Verstappen où le moteur est devenu inutilisable par la suite. Voilà, il faudra voir effectivement comment ça va se passer. Le rôle peut-être du coup qu'auraient Bottas et Perez, hein, les lieutenants aussi qui pourraient jouer un rôle important là-dedans. Qui ça? Oui. Pardon. C'est vrai que les deux ne brillent pas par leur... Je voulais pas dire Russell et Gasly, non, parce que C'est vrai qu'on les voit plus que Bottas et Perez ces derniers temps, faut contester. Non, mais pas. en tout cas, Perez, j'ai été méchant parce que Perez a fait une très belle course à Sochi. Il aurait dû finir sur le podium, en fait. C'est vrai que si on regarde le résultat 9e, c'est à peu près là où il était parti. Mais en fait, il a fait une très belle remontée. Il avait très bien géré les pneus. Voilà. Alors, d'autant plus si en Turquie, on a des problèmes pour faire, on a toujours des problèmes pour faire bien chauffer les pneus, etc. Il peut jouer un rôle et revenir sur la pente ascendante qu'il avait bien construite depuis Bakou. Il y avait eu un vrai passage à vide. Je pense que voilà, peut-être que sa bonne performance de Russie est du même coup passée inaperçue, mais il peut être une des bonnes surprises de ce week-end. Surtout qu'il a déjà couru en plus. non, j'espère vraiment pour lui qu'il va réussir à mieux se qualifier. Alors, encore une fois, mieux se qualifier, c'est même pas dire qu'il fait top 3 ou c'est ne serait-ce qu'il soit pas sur la 4e ou 5e ligne, en fait, qu'il arrive à faire un top 5. Top, voilà, deuxième ligne, même niveau, enfin pas même niveau, mais quasiment même niveau de Verstappen, à 3-4 dixièmes. Ce serait déjà très très bien parce qu'effectivement, Istanbul est réputé pour être un des circuits les plus difficiles en termes de fenêtre de fonctionnement des pneus. C'est vraiment parce qu'il y a peu de grip, donc voilà, encore une fois, les pneus peuvent vite surchauffer. Mais si la température est fraîche, forcément, c'est l'inverse. Donc il y a vraiment un fonctionnement limite. Et ça, on sait que c'est une des grosses forces de Pérez, c'est de trouver ce qu'on appelle le soft spot, vraiment où mettre les pneus et avoir leur meilleur fonctionnement. Et s'il a, en fait, ça va toujours pareil, c'est que s'il part 9e et qu'il est dans le top 10 à peine au premier virage, et ben, il va avoir du mal à compenser, enfin, à utiliser en tout cas son point fort parce qu'il aura justement les turbulences des voitures de devant. S'il est 4e ou 5e, et on va dire par exemple que le trio de devant s'en va un peu, il aura une piste plus clean et il pourra, ne serait-ce que déjà pas perdre trop de temps sur le trio, et puis mettre à profit sa séance de la course qui peut s'avérer très très bonne aussi pour avoir une stratégie alternative si Red Bull en a besoin, notamment s'il fait sec dimanche. Ouais. Perez, je me fais un peu plus de soucis pour Perez que pour Bottas, parce que Bottas, normalement, il est toujours là, il est toujours dans le game. Ce qui est gêne pour Bottas, c'est sa malchance, quoi. Au bout d'un moment, il faut vraiment qu'il arrive à se débarrasser de son chat noir, parce que il mérite pas, en fait, d'être aussi poissard en course, parce que voilà, il sort les perfs quand il faut, normalement, donc voilà, effectivement, c'est plutôt à Perez de se remobiliser et d'être dans le game. Je pense que la poisse de Bottas va quand même réussir à le lâcher d'ici la fin de la saison et signer quand même quelques résultats intéressants pour Mercedes. Ce qui permet d'ailleurs à Mercedes de rester en tête au championnat constructeur un peu plus largement qu'au championnat pilote. Mais voilà, c'est que Perez, à un moment ou à un autre, effectivement, il faut qu'il montre qu'il soit régulièrement dans le top, peut-être pas dans le top 4, ça veut dire forcément 4e, parce qu'on sait que les McLaren un petit peu ont joué le trouble fait sur cette dernière partie de saison. On a vu des McLaren qui gagnent à Monza, des McLaren qui ont failli gagner à Sochi. Voilà, pourquoi McLaren s'arrêterait maintenant alors qu'ils ont des possibilités d'embêter Perez, même Gasly peut embêter Perez. Donc il faut vraiment que Perez réussisse à trouver un réglage qui, s'il n'est pas aussi rapide que Verstappen, réussisse à le mettre en confiance au moins pour les qualifications, pour signer des temps. S'il a 4-5 dixièmes, je pense qu'il devrait pouvoir s'en sortir dans un top 5, top 6 maximum, quoi. Voilà, il faut plus qu'il y ait de haut et de bas, où il soit dans le 7, 8, 9, 10. Voilà, il faut qu'il puisse avancer de manière plus confiante, en tout cas. Voilà. Pas forcément être au top. Voilà. Après, pour Bottas, Franck, j'ai peur aussi que tout son quota de malchance ait été effacé par ce que Benoît Paire appellerait la chatte monumentale qu'il a eue à Sochi. Parce que c'est-à-dire qu'à Sochi, il nous faisait quand même l'un des pires Grands Prix de sa carrière, puis pouf, il se retrouve 5e. Donc c'est peut-être là qu'il a eu toute la chance de sa saison. Et que maintenant ça va être plus compliqué en course en tout cas. Prototon Téléculi, est-ce que Mercedes ne vise pas que le championnat constructeur vu qu'ils n'ont plus apporté de modif à la voiture depuis Silverstone? Oh bah non, clairement pas. C'est pas. Il n'y a pas que les évolutions qui comptent. Je pense qu'il y a la compréhension de la voiture qui est très importante et ils continuent de la comprendre. Championnat pilote, c'est ce dont on se souvient à terme. C'est en fait, même si ce serait bien pour Mercedes d'avoir un nouveau titre sur le plan industrie automobile, le retentissement, marketing, image, etc. d'un 8e titre de Hamilton qui viendrait seul au sommet de la F1 n'aura aucun égal sur le côté constructeur. Donc,
il serait même prêt, je pense, s'il le pouvait, à sacrifier le titre constructeur si ça peut leur permettre d'assurer le titre pilote, quoi. Clairement, et encore plus depuis qu'on a le budget plafonné. Le titre de champion constructeur apportait énormément de millions d'euros, 80 ou 100 millions d'euros même, voilà. Maintenant, voilà, si on finit premier ou deuxième, ça fait peut-être 10, 15, 20 millions en moins. Pour Mercedes restera toujours au budget plafond. Alors qu'avant, c'était que du bonus. On était à 380, bah ok, super, on passe à 400 millions. C'était 20 millions, là pour le coup, c'était vraiment très important de le jouer. Maintenant, effectivement, comme tu dis Manu, je suis tout à fait raccord avec toi, c'est le titre pilote qui compte le plus, c'est celui dont on parle le plus. Voilà, Mercedes était champion du constructeur pendant un bon bout de temps. Et puis pour les revenus, ce qui compte pour Mercedes, c'est plus les retombées marketing que les primes. Et quand on dit c'est Hamilton qui a gagné le championnat, on va forcément l'associer avec Mercedes. Et qui se souvient que voilà, que c'est Ferrari qui a gagné en 99 le championnat, tout le monde le voit comme une victoire de Häkkinen. J'allais dire pareil pour 2008, où quand tu demandes le dernier titre de Ferrari, tout le monde te dit 2007 en fait, avec Raikkonen. Personne ne se rappelle que Hamilton a été champion, mais que Ferrari a gagné le titre mondial. Donc, oui, non, c'est clair. Et puis on rappelle, parce que beaucoup utilisent l'argument inverse en disant que la Formule 1 est avant tout un championnat de constructeur. Non, hein, rappelons que le premier championnat du monde est un championnat du monde de pilote et que le classement par équipe, on va l'appeler comme ça, est arrivé un peu plus tard. Donc effectivement, voilà, on parle principalement des pilotes. Ce sont eux les légendes de ce sport avant les constructeurs, parce que de toute façon, Mercedes, ils ont déjà le record de titres consécutifs. Eux, ils ont déjà eu tout ce qu'ils pouvaient avoir. Après, pour aller chercher le record du nombre de titres de Ferrari, il va quand même falloir rester quelques années et gagner des titres encore un petit peu. Mais là, Lewis Hamilton peut quand même maintenant s'installer tout seul, et on pourrait utiliser ce fameux même en disant qui peut s'asseoir à la table de Lewis Hamilton et dire j'ai autant de titres que toi, bah personne. Tout simplement, il arrivera à 8 titres. Surtout que 8 titres, c'est bête comme truc, mais beaucoup, si on regarde le sport dans sa globalité, on s'arrête beaucoup à 7. Si vous prenez donc Michael Schumacher pour la Formule 1, bien sûr, mais bon, l'homme dont on ne peut plus prononcer le nom au Tour de France, vous regardez en NASCAR, c'est 7 titres aussi, voilà, il y a toujours ce chiffre 7 qui est là. Il serait peut-être temps de passer à 8. WRC, on fait mieux. On fait un peu mieux en WRC. Ouais. Oui, au WRC, on rappelle que Sébastien Loeb en est à 14 à peu près. Mais il pas du tout. Hein. Il a gagné 52 titres consécutifs, bien sûr. Avec aussi une casquette de la mauvaise foi pour Loeb, toi ? Comment, Franck ? T'as aussi une casquette de la mauvaise foi pour Loeb, toi ? Bien sûr, non, mais j'ai toute une collection de casquettes de la mauvaise foi. Je ne sors que celle de Fernando Alonso parce que c'est celle qui est la plus habituelle et celle que je porte le plus régulièrement. Mais toutes les autres sont prêtes, évidemment. Et rassurez-vous, nous ferons des émissions spéciales casquettes de la mauvaise foi où je défendrai l'indéfendable. Sauf Lucas Di Grassi. Mais tous les autres, je pourrais les défendre s'il faut. Ah non, bah quand même, ça devrait. Moi, je vois que ce que vous dites, tiens, c'est rare que l'écurie titrée soit pas celle du pilote titré aussi, bien sûr, mais c'est souvent le cas quand les saisons sont serrées. C'est ça, en fait, dans les périodes de domination, évidemment que les équipes raflent tout sur leur passage, mais c'est vrai que tu regardes dans les saisons avant domination de Ferrari, c'est arrivé plusieurs fois. Dans les saisons avant la domination de Red Bull, c'est arrivé aussi. Donc c'est vrai que dès que c'est serré, c'est pas impossible que l'an prochain on ait ce même cas de figure, par exemple, sachant que tous les pilotes devront réapprendre une nouvelle voiture et que ça risque de créer aussi des écarts au sein des duos. Donc ça peut jouer ce genre de choses. Même cette année, Manu. Même cette année, clairement. Cette année, et Mercedes aussi. Hein. Et puis, clairement. Par exemple, l'an dernier, c'était pas du tout serré et Hamilton avait marqué 347 points et à lui tout seul, il aurait été champion du monde des constructeurs. Red Bull avait marqué 319 points. Il devrait s'engager en son nom en tant que constructeur. C'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que Mercedes il s'inquiète du titre constructeur, sachant qu'Hamilton Grand Prix là, de toute façon. Donc franchement, il n'y avait pas de... LH44. C'était incroyable. C'est vrai que c'était... Et ça arrive rarement, hein, cette affaire, mais je crois qu'on peut remonter dans les plus belles années de la domination de Michael Schumacher aussi, ça devait être le cas. Notamment 2002, où il avait été, on rappelle, champion du monde en juillet. Hein, 2002... Ferrari marque autant de points que les 9 autres équipes réunies, donc ça fait mal quand même. Et Schumacher marque 60% à limite, hein, parce que bon, oui. Barrichello était là, mais c'est surtout en deuxième moitié de saison. Rappelez-vous, hein, en juillet, cette année, nous étions à peu près à la 6e course, 7e course peut-être du championnat du monde. On était à un bon tiers de la saison. Ça change, hein, bien évidemment, on n'est plus sur la même dynamique qu'à l'époque. On parle de Carlos Sainz qui reste sur un podium à Sochi. Bon, il va certainement partir du fond de grille puisqu'il va devoir lui récupérer l'évolution qu'avait eu Charles Leclerc au niveau du système hybride à Sochi. On lui souhaite une meilleure course que le pauvre Charles Leclerc parce que là vraiment il a fait une très belle course en Russie, mais bon il a été vraiment eu par la pluie. On peut quand même imaginer un beau week-end pour Carlos Sainz. Moi je pense qu'il y a quand même de quoi faire valoir de beaux arguments ici encore une fois. La Ferrari semble quand même beaucoup plus à l'aise. On rappelle que c'était le seul Grand Prix où elle était pas mauvaise l'an dernier, avec les deux qui jouent le podium jusqu'au dernier virage. On peut peut-être espérer quelque chose de bien.
Moi, je pense que Carlos Sainz, c'est un des pilotes les plus sous-estimés du paddock. D'ailleurs, il le dit lui-même. Il faut se souvenir que chez Toro Rosso, il faisait quasiment jeu égal avec Verstappen. On voit où est Verstappen aujourd'hui. Et aujourd'hui, au classement pilote, il est devant Leclerc. Il a eu 8 points et demi d'avance sur Leclerc. C'est quand même une performance incroyable quand on voit ce que faisait un quadruple champion du monde l'an dernier. Donc, pour moi, c'est vraiment une des meilleures surprises de l'année. Et à mon avis, il n'a pas la réputation qu'il mérite. Il y a une sorte d'ennui et de paresse autour de lui dès qu'on prononce son nom. Mais pourtant, moi, je dirais pas que j'achèterais des casquettes à son nom et que je mettrais des posters partout, mais à mon avis, c'est une des plus belles performances de l'année. Ouais, il est très très bien. Après, il va falloir malheureusement attendre que Carlos Sainz quitte Ferrari pour que Ferrari regagne à nouveau, puisque voilà, AlphaTauri a gagné, McLaren a gagné, Alpine ont gagné, après que Carlos Sainz soit parti. Donc voilà, il va falloir malheureusement attendre un petit peu. Non, ça fait déjà 13 ans qu'ils attendent. Ils ont embauché le Poissard pour la gagne. Ça prouve aussi tout le travail qu'il avait fait en amont. Parce que... c'est franchement la surprise de la saison. Je pense que quand on fera nos bilans hivernaux avec Manu et Alex, Sainz sera clairement dans le top de cette saison. C'est le seul qui n'a pas eu de problème d'adaptation dans son équipe. Si on regarde ce que fait Ricciardo chez McLaren notamment. On va dire aussi Alonso, il a quand même une première demi-saison un petit peu difficile, mais maintenant il est vraiment aussi dans le game, voilà, pour aussi. Donc voilà, on peut le citer aussi effectivement dans les bonnes remontées, voilà, parce que Ricciardo n'a pas réussi ça. Voilà, Ricciardo a réussi à gagner à Monza, mais il n'a pas réussi encore à être totalement intégré à sa voiture. Voilà. Je tiens à dire, mon cher Alex, je remets ma casquette, mon cher Manu, pendant quelques secondes, mais effectivement, on peut surtout dire que c'est Alonso qui fait le bon travail, puisqu'on rappelle, Lewis Hamilton est champion du monde après le départ d'Alonso de chez McLaren. McLaren regagne depuis qu'Alonso n'est plus là aussi, c'est lui qui développe toutes ses voitures, c'est grâce à lui tout ça, voilà. Manu. Non, moi, c'était dire qu'en fait, c'est marrant parce que on voit qu'au début de saison, dans les revenants ou dans ceux qui changeaient d'équipe, on attendait beaucoup de Ricciardo, on attendait beaucoup de Vettel, et finalement, c'est eux qui ont eu le début de saison le plus compliqué parmi ceux-là, alors que Alonso s'est très vite remis dans le rythme et aujourd'hui fait des perfs, pour le coup, casquette ou non, très très bonnes. Et Sainz, il est arrivé discrètement. Personne misait sur lui parce que de toute façon, Leclerc était considéré comme une machine de guerre à côté. En plus, il a de la chance, entre guillemets, parce que Leclerc vit une saison assez compliquée et malgré des bonnes perfs. Et au final, c'est lui le plus surprenant de très loin, quoi. Donc, c'est un peu à l'inverse de ce qu'on attendait. Et ça montre aussi tout l'intérêt de cette saison, qui est quand même une saison de transition, mais qui est, malgré le gel des châssis, c'est une saison qui est hyper compliquée pour les pilotes parce qu'il y a beaucoup d'enjeux et il y a tellement d'écarts serrés dans le peloton que le moindre gain, comme il arrive souvent à le faire Sainz, en fait, on voit qu'il est pas toujours là en début de week-end, mais il arrive toujours à bien progresser. On dirait qu'il a vraiment bien compris la voiture. Et c'est ce qui fait la différence et qui fait que des fois, il fait des courses complètement anonymes, mais qui finit 4e ou 5e, quoi. Il a cette qualité, effectivement, dans son pilotage. Et voilà, il peut quand même faire une remontée. On peut espérer au moins qu'il remonte dimanche avec ce nouveau moteur. Donc voilà, à suivre évidemment les Ferrari. On peut toujours pointer bien sûr Pierre Gasly qui doit revenir un peu après un Grand Prix de Russie qui était un peu en demi-teinte. Pareil pour Esteban Ocon, pour les deux Français finalement engagés. Voilà, c'était pas simple à Sochi. Il va falloir faire mieux à Istanbul, mais ils en ont largement les moyens. On va encore avoir peut-être un milieu de peloton resserré. Bref, des bonnes nouvelles, et des bonnes ondes, et des bonnes choses peut-être pour ce Grand Prix de Turquie. Il y a même Mick Schumacher qui a dit qu'il aimerait bien lutter dans le peloton en Turquie. Donc, on peut avoir une surprise. Pourquoi pas, ce serait incroyable. Si Mazepin ne le percute pas dans les 5 premiers tours, le temps qu'il s'échappe, voilà, peut-être que ça pourrait le faire. Bien sûr, pour les Haas, ça semble quand même un peu plus complexe. Hein, très clairement pour eux, voilà, c'était pas simple déjà à Sochi, c'était pas simple sur tous les Grands Prix d'avant. Ils vont attendre 2022, je pense que là... vous l'avez vu, Gunther Steiner, récemment? Parce que moi, je commence à m'inquiéter pour sa santé mentale. Depuis qu'il était très content du Grand Prix d'Italie, où les deux pilotes se sont accrochés, où il a dit que tout allait bien dans l'équipe, on n'a pas trop entendu. Non, mais je pense que... plus ça va, plus je pense que Steiner ne va pas rester, quel que soit l'issue de la saison, et quelle que soit la suite. Je pense pas que ça lui convienne. Je vois pas comment il peut être épanoui quand on connaît sa manière de manager qu'il a toujours eu, que ce soit en NASCAR, chez Jaguar ou chez Haas. Donc, je pense qu'il sera rapidement partant, à mon avis. Il est resté en Russie où le père Mazepin le retient dans sa datcha.
Et tout va bien, tout va tout à fait bien. Un jour, il faudrait qu'on fasse un constat sur Gunther Steiner et un débat ensuite, bien sûr, parce qu'en fait, je me rends compte, depuis Drive to Survive, évidemment, il est mis sur ce piédestal, genre c'est le meilleur team principal de la F1, tout ça. Y a-t-il eu beaucoup de succès dans la carrière de Gunther Steiner? C'est la question que je pose. Mais si on regarde ses références précédentes, c'est quand même Jaguar et Red Bull en NASCAR qui s'est barré au bout de 3 ans ou 4 ans. Donc voilà, je suis pas sûr non plus que... Et je pense que c'est un période NASCAR qui avait les meilleurs résultats avec une ou deux victoires quand même, mais c'était pas non plus la folie. Ouais, avec une saison qui était pas mal en 2011, la dernière de Red Bull d'ailleurs. Je sais même pas s'il était encore d'ailleurs dans l'équipe Gunther Steiner, mais au moins, on parle de lui et on parle de son équipe très régulièrement, donc c'est déjà une bonne nouvelle. On vivra bien sûr ce Grand Prix de Turquie ensemble sur Next Gen Auto. Je regarde juste les horaires, c'est un petit peu différent de d'habitude, donc faites attention. Non, pas du tout. C'est la Track Times, donc ce sera 14h le Grand Prix, donc c'est à peu près les mêmes horaires qu'on a vu à Sochi. À Sochi, ouais. Ça n'est pas à midi comme on avait eu l'an dernier, ou qui était à 11h du matin, je sais pas à quelle heure c'était assez particulier. Là, de toute façon, préparez-vous, puisque les horaires de Grand Prix vont faire le grand écart et le yo-yo pendant toute la fin de saison, puisqu'après, on va quand même aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, au Qatar, en Arabie Saoudite, à Abu Dhabi, ça va être... Avec le changement d'heure au milieu. Oui, oui, histoire de bien galérer. Je crois qu'on le prend le week-end d'Austin en plus, le changement d'heure, comme ça, vraiment pour bien se perdre. Avec des qualifs à 23h. Oui, puisqu'on veut toujours organiser le fameux concert d'après séance qualificative, donc on pousse au maximum, et donc oui, à 23h, la séance qualificative du Grand Prix des États-Unis. Du Grand Prix des États-Unis, parce que j'ai pas envie que les gens nous envoient des mails rageux en disant vous avez dit que ce week-end c'était à 23h le samedi, où sont les qualifs sur Canal, je comprends pas. Non, ce week-end les qualifs c'est à 14h, la course à 14h aussi. Il n'y a que de la F1 ce week-end, puisqu'on vous rappelle que la F3 c'est terminé et que la F2 reprend en décembre en Arabie Saoudite. Ils ont 2 mois entiers sans course. Au niveau de la Formule 2, donc là voilà, il y aura peut-être quelques petites séries. Je crois que la W Series doit faire Austin, mais sinon on va pas retrouver vraiment de séries. Si, mais c'est ça. W Series Austin, et sinon c'est tout. Ouais, et sinon on attendra l'Arabie Saoudite à Abu Dhabi pour retrouver le peloton de la Formule 2, donc ce sera ma foi assez sympa quand même. Et puis le dernier petit débat qu'on voulait vous mettre. Bon bah écoutez, c'est un truc, j'ai l'impression qu'on en parle très régulièrement dans cette émission, mais en même temps ils nous servent toujours de la soupe, ils remettent toujours une petite pièce dans le jukebox, donc évidemment on va continuer. Mercedes, Red Bull, Christian Horner, Toto Wolff, Helmut Marko, un petit peu tout ce beau monde. On pourrait commencer à faire ça façon feu de l'amour, tout ça, mais écoutez, ça continue de se taper de toute façon par médias interposés. La vraie question qu'on se pose, est-ce qu'on ne perd pas, mon cher Alexandre, est-ce qu'on commence pas à perdre un petit peu de l'influx vers la lutte pour le titre en continuant ces gamineries qui durent depuis Silverstone quand même, et encore si c'est vraiment là où ça atteint un point de rupture? Ça fait toujours partie du jeu psychologique en cours. La saison va tellement se jouer sur des détails, il y a 2 points d'écart. Tout peut faire basculer. Une pénalité de 5 secondes, si elle se change en 10 secondes, ça peut également tout faire basculer. Et puis on a aussi des éléments très spectaculaires. On a des accrochages entre les 2 pilotes. On a des dramas. Un pilote qui accroche l'autre continue la course. Des pilotes qui sont blessés, pas blessés. Donc on a tout un tas d'événements, de raisons de se prendre la tête finalement, et des enjeux tellement énormes que c'est tellement que c'est, à mon sens, inévitable. Et puis, du côté de Christian Horner, on a vu notamment chez Netflix toute cette envie, toute cette, je sais pas, jalousie, mais cette envie d'en découdre avec celui d'en face qui réussit mieux que moi et qui m'a pris ma place, alias Toto Wolff. Et je pense et nous, si on en parle aussi, c'est qu'on commande ça aussi avec une certaine gourmandise. On a une saison tellement spectaculaire que ça fait partie du jeu. Comme je l'ai vu ailleurs, c'est Netflix qui a racheté d'ores et déjà la Formule 1 pour avoir ce genre de spectacle. Et je pense on s'en réjouira au final, et on dira c'était le bon temps lorsqu'on avait Riri et Fifi qui se combattaient sur le ring. C'est vrai que c'est quand même plus sympa que la période qu'on avait il y a une dizaine d'années où tout était lisse, tout était formidable, où il y avait Dominique Ali, Whitmarsh, un peu tout le monde. Christian Horner qui avait 17 ans à l'époque, donc voilà, il était tout calme, tout penaud, il allait doucement. Quoique quand ça a commencé à bien marcher pour Red Bull vers 2010, avec les ailerons flexibles, pas flexibles, ceci, cela, il a montré qu'il avait quand même de quoi donner, et de quoi donner le change aux adversaires, mon cher. Ouais, non, c'est clair que
ça fait partie du jeu, ça fait partie de. C'est vrai que cette année, ça prend une dimension supplémentaire parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu deux équipes comme ça au sommet à se battre pour chaque point à chaque Grand Prix en fait. Et c'est tellement. Ça fait tellement partie effectivement du jeu de la Formule 1 comme disait Alex. La Formule 1, c'est beaucoup de politique, c'est beaucoup de déclarations, c'est beaucoup de mots. Il y a très peu de sports, à part le football peut-être, où on est capable de sortir je ne sais combien d'informations sur une année sur ce qui se passe à côté, effectivement, du circuit. Vous n'avez pas ça en Formule 2, en Formule 3 ou en WRC. Sur ces catégories-là, vous commentez le week-end en cours, et puis après, vous avez peut-être 1, 2, 3 infos dans le courant entre les deux courses. En Formule 1, ça n'arrête jamais. Et c'est vrai que la guerre des mots, ça fait partie du jeu en Formule 1 dans le sens où on sait que le mental d'un pilote, ça fait 80%. 80% de la performance, le reste, c'est son talent, mais voilà, donc que les patrons d'équipe s'y mettent aussi, alors après avec une certaine finesse ou pas. Voilà, on peut dire, voilà, Helmut Marko qui critique la tenue de Lewis Hamilton au Met, voilà, je pense que c'est totalement, voilà. Oui, mais Helmut Marko est inadapté de toute façon, donc il est inapproprié le gaillard, donc voilà, à un moment donné. Voilà, j'ai trouvé que la tenue de Lewis Hamilton était certes très particulière, mais n'avait rien de choquant non plus. Voilà, je veux dire, chacun est capable de faire ce qu'il a envie, et je vois pas pourquoi on va critiquer ça, voilà, mais bon. C'était la plus sobre du gala en plus. Oui, c'est ça. Oui. En général, le Met Gala, c'est quand même des tenues particulières. Et pour revenir, en fait, on a aussi, parce qu'il y a 30 ans, peut-être qu'il y avait autant de bruit de couloir, peut-être qu'ils se pétaient la gueule dans les bistrots, mais il y a aussi les réseaux sociaux, Internet, etc., qui va biaiser aussi cet aspect-là, qui va donner plus de caisses de résonance. Alors, c'est ce que disait d'ailleurs Alain Prost. Voilà, s'il y avait eu les réseaux sociaux, Internet et compagnie à l'époque de sa bataille entre Prost et Senna, mais c'était la guerre absolue, quoi. Ça l'était déjà comme ça dans les médias, avec des déclarations très fortes. Voilà, on attendait de voir ce qui passait à la télévision pour le savoir, mais s'il y avait en plus les réseaux sociaux, Internet en parallèle à côté, je pense que voilà, on aurait des fans qui se tapaient dessus, quoi. Au sens propre du terme, quoi. Je veux dire, c'était déjà extrêmement tendu. Alors rajouter en plus une couche médiatique à tout ça, une couche d'instantanéité en fait, parce que c'est un petit peu ça le problème de la médiatisation actuelle, c'est que c'est de l'instantanéité. Donc on réagit à chaud tout le temps. Donc voilà, vous avez un accrochage en Formule 1 à Monza, les micros sont devant la bouche de Horner et Wolff dans les 10 minutes. Et on attend une réaction. Et tout va comme ça. Donc voilà, Toto Wolff parle effectivement de faute tactique à Monza en concernant Max Verstappen. C'est pas du tout passé chez Red Bull, ça continue à ne pas passer. Voilà, au point que Christian Horner continue à défendre bec et ongle son pilote en disant que c'était le pilote le plus honnête qui puisse exister. Voilà, ça fait partie du jeu. Par contre, Hamilton, il rentre pas trop dedans. Il faut quand même noter ça, c'est il veut rester dans le respect. Après, il dit voilà, Max, il fait ce qu'il veut dans son coin, c'est son problème. Moi, voilà, je suis dans le respect, je veux lui parler, il veut pas me parler, c'est comme ça. C'est un jeu aussi dans un sens que dans l'autre. Il y en a un qui est énervable et l'autre qui essaie de rester droit dans ses bottes. Et je trouve ça passionnant, moi, parce que c'est aussi dans ces situations-là qu'on voit un petit peu le caractère des personnages. Et quand on voit que Toto Wolff, il est capable de sortir des phrases comme ça, sous la pression, alors qu'il ne l'a pas connu pendant 7 ou 8 ans, ça donne aussi une certaine idée une idée un peu différente de ce que peut être Toto Wolff quand il est sous la pression. Voilà. Ouais, montrer à quel point, effectivement, cette lutte pour le titre les met sous pression. Et Alexandre, tu parlais, toi, il y a 30 ans, tout ça, mais c'est vrai que des fois, moi, je me délecte de retrouver comme ça des anciens articles, des choses qui vous racontent la F1 d'avant, où des choses aussi se passaient. C'est dommage qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, par exemple, à l'époque du Grand Prix des États-Unis 77, où Niki Lauda avait dit « Je m'en vais de Ferrari ». Et Enzo Ferrari a commencé à virer tout le monde dans l'équipe dès qu'il disait qu'ils aimaient bien Niki Lauda ou qu'ils considéraient... Il y a un chef mécano, c'est quand même extraordinaire. Donc il y avait Armando Quaggi qui était le chef mécanicien de Lauda, et Niki Lauda lui a dit « Viens avec moi chez Brabham ». Quaggi a dit « Je réfléchis, t'en fais pas, je prends mon temps ». Ferrari, il a appelé, il a dit « Bon, tu restes ou tu pars aussi ?» « Je sais pas, je réfléchis. » Et donc, Enzo Ferrari, il a viré. Sur le « Je te remercie, au revoir ». Donc, c'est des trucs, voilà, ça arrivait aussi à l'époque, mais c'est vrai qu'imaginez, voilà, si les réseaux sociaux étaient là à l'époque de Prost, Senna, à l'époque des Lotus qui soit gagnaient des courses, soit brisaient comme du verre, avec tous ces trucs-là, ça aurait été assez fou. Mais je pense que Twitter pendant Prost Senna, si vous trouvez déjà que c'est détestable en ce moment,
Alors, faut imaginer la tronche du truc. Et même Twitter pendant Alonso Hamilton en 2007, ça aurait été, ça aurait été de la folie pure, Manu. Ouais, complètement. De toute façon, les grandes rivalités ont toujours été. À la limite, je pense que la rivalité qui aurait moins souffert de la présence des réseaux sociaux, ça aurait été celle entre Schumacher et Hakkinen, parce qu'elle était hyper respectueuse entre les équipes, hyper respectueuse entre les pilotes, et personne, en fait, aucun clan ne mettait de l'huile sur le feu. Aujourd'hui, on voit finalement que la lutte cette année, il y a quelques déclarations à chaud des pilotes, parce que ça reste des pilotes et qu'on les interviewe 5 minutes après un incident, donc forcément, ils ont encore le rythme cardiaque à 180 et puis l'adrénaline qui est là, mais globalement, le respect est quand même vraiment présent entre les deux. Malgré les incidents, on voit qu'à chaque fois ils reviennent, on les voit finalement un coup sur le podium ou sur les cool rooms, etc. Enfin, maintenant c'est dans le paddock, mais c'est pareil. Et on voit qu'il y a un respect qui s'est instauré et qui a l'air assez indéboulonnable. Mais derrière, il y a une espèce de travail de sape de tout ça de la part de leurs directeurs respectifs qui est phénoménal. Wolff est beaucoup moins fin, comme tu disais, Franck. On sent qu'il a quand même un côté très, comment dire, ouais, un peu pernicieux qu'on lui connaissait pas trop. Horner et Marco, alors eux, bon bah c'est festival sur festival, surtout Marco. Et finalement, c'est presque eux qui mettent de l'huile sur le feu. Et après, moi, je trouve qu'il y a un truc qui joue vachement aussi dans ce contexte et qui n'était pas là les années d'avant, c'est les communications entre les équipes et la FIA qu'on entend maintenant à la radio pendant les courses. Et où on voit en fait que c'est la cour de récré, c'est-à-dire que c'est entre Wolff qui dit qu'il a envoyé un mail à Michael Masi pendant la course et Red Bull qui demande si c'est légal ce qui se passe en piste, etc. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Et en fait, ça, c'est des choses on n'en avait pas connaissance avant, mais du coup, ça devait exister aussi avant. Et c'est vrai que là, ça augmente encore cet effet complètement absurde de certains échanges et certaines joutes verbales entre les deux clans, quoi. C'est parce qu'on peut trop l'approcher, Michael Masi, en fait, il est trop disponible. Et donc c'est pour ça qu'ils se permettent. Je te garantis qu'à l'époque où il y avait Roland Brunserad et Jean-Marie Balestre, où tu demandais, oui, mais alors par contre, Senna, tu fermes ta gueule, d'accord, il n'y a pas de souci, d'accord, c'est... Oui, the best decision is my decision. You don't know my decision. Hein. Ça, je n'en peux plus. Cette scène, c'est la bonne scène du film Senna, hein, bien évidemment, mais le documentaire sur la tête de Senna, mais elle est extraordinaire. Cette scène où il nous balance un vote à main levée, enfin, c'était extraordinaire. Avec quand même le meilleur moment, ça reste le moment où Jean-Marie Balestre ne sait pas comment on dit cône en anglais. Il se dit cône également. Mais ça, voilà, écoutez, que voulez-vous, on trouve chacun ses moments préférés, bien sûr. Mais c'est vrai que voilà, ça continue, on espère quand même que ça va. Il faudrait que ça se calme avant que ça devienne vraiment très... J'ai pas l'impression que ça va se calmer, moi, parce que quand je lis encore les derniers propos de Christian Horner, qui ont été d'ailleurs retranscrits sur Next Gen Auto, qui dit que la FIA va devoir avoir un grand ménage à faire dans sa boîte de réception et tous les mails de Toto Wolff envoyés depuis le début de l'année, que ce soit sur les pièces, la technique, les directives techniques, les clarifications sur les pièces et tout ça, qui nous dit que Toto Wolff, il n'a fait que hériter de ce qu'a fait construire Ross Brawn. Certes, il a fait du bon boulot pour maintenir ça à flot, mais voilà, c'est pas son boulot. Hein, si on lit bien entre les lignes. À côté de ça, on a rajouté une couche sur Lewis Hamilton, super pilote, 8e titre, parfait, machin, tout ça. Mais la jeune génération est là. Il a vécu ses meilleurs jours en F1. Attention, Lewis, tu es en train de devenir le has-been, quoi. Quand on voit ce genre de déclaration là sur une seule interview de la part de Christian entre deux grands prix, on se dit waouh, il refait plus que remettre une pièce dans la machine, il remet un billet complet, quoi. Et puis Horner, il s'est chauffé sur Habit Bull toutes les années précédentes, alors. C'est ça, c'est un truc, c'est qu'il était un peu oublié. Mais en fait, ça lui a permis, maintenant que ça devient très important pour le titre, de vraiment mettre les bons trucs. Il sait qu'il est malin quand même, Christian Horner. Moi, je suis désolé, mais le coup de dire que Wolff est là grâce à ce qu'a fait Ross Brawn, évidemment qu'il peut le dire. Red Bull est arrivé en 2005, Horner avait pris les rênes de l'équipe en 2005. Et on va pas dire que Horner en est là grâce à ce qu'a fait Jaguar. Donc oui. Steiner. Oui, c'était Steiner, bien sûr. Bien sûr, c'est le travail de Steiner et de Niki Lauda à l'époque, rappelons-le, hein, bien sûr. Niki Lauda qui a fait ce qui est devenu Red Bull aujourd'hui et aussi qui a fait ce qui est devenu Mercedes. En fait, Niki Lauda gère toute l'aura de Niki Lauda est encore là sur les deux premières équipes de la grille. Mais voilà, effectivement, bon, on va voir comment ça va partir. Je voulais dire se calmer. Voilà, faut pas non plus qu'à un moment il y ait une ligne qui soit franchie. Bon, Helmut Marko l'a franchie toutes les semaines, mais
on l'écoute plus trop, vous voyez, c'est un peu comme ce mème où vous avez dans les Simpsons avec Abraham Simpson qui est un vieux monsieur gueule à un nuage. Bah, c'est un peu pareil avec Helmut Marko, si vous voulez. Il dit ses trucs et puis on le laisse un peu dans son coin. En fait, le truc, c'est que ça fait quand même déjà plus de 3 semaines qu'on a eu le dernier incident. Et on voit qu'ils ont mis quasiment 2 mois à atterrir de Silverstone avant qu'il y ait l'incident de Monza, où ils se sont calmés très peu de temps avant qu'il y ait un autre incident. Et en fait, on peut se demander si justement ils vont pas encore tourner en boucle là-dessus pendant assez de temps pour qu'il y ait un autre incident en piste, parce que je maintiens qu'il reste 7 courses cette année, et avec le niveau des 2 prétendants au titre qui sont tout le temps à l'avant de la grille tous les deux, sauf pénalité, mais voilà. Je vois difficilement comment on va finir la saison sans qu'il y ait encore au moins un incident entre les deux. Et je pense effectivement que ça risque en fait de remettre assez de pieds dans la machine pour que ce soit la même ambiance jusqu'à la fin d'année. Donc après, est-ce qu'ils sont plus conscients que ce qu'on pense et que vraiment même Marco, chaque mot est calculé pour faire mal, ou alors est-ce qu'au contraire, il y a encore une marge de manœuvre et que c'est là que ça pourrait partir en vrille? Ça, c'est ce qui reste à voir, quoi. Ouais, moi, ça me dérangerait pas du moment qu'on se termine pas un championnat comme en 89, en 90, en 94 ou en 97, je crois. Ouais, c'est ça, voilà. Du moment que ça se termine pas sur un accrochage entre les deux protagonistes. Ça, voilà, ça, ce serait moche. Ce serait très très moche. Hamilton a été interrogé récemment. Il a dit qu'il ne ferait jamais ça, qu'il préférait perdre un titre plutôt que perdre sa dignité. C'est à peu près ses mots. Donc, bon, en tout cas, il évitera ça. Il le dit comme ça à froid dans un salon, mais dans la chaleur d'un moment, dans un virage où toute la décision se prend sur une milliseconde. On n'est pas à l'abri de ça, surtout si le championnat est serré. Oui, c'est beau quand même. Vous voyez qu'Hamilton, on l'a dit tout à l'heure, il reste en dehors de tout ça. Il y va tranquille, parce qu'il aurait très bien pu dire jamais je ne ferai ça. Moi, je ne perdrai jamais ma dignité. Contrairement au pilote de l'autre voiture, la numéro 33, mais c'est vraiment moi jamais. Il pourrait faire un truc, mais non, il est resté tout à fait calme. C'est tellement plus facile à dire quand on a 7 titres que quand on en a aucun aussi. Ça. Bien sûr, c'est sûr. Et on pourrait, effectivement, si un jour Max Verstappen fait un truc totalement désespéré, on pourrait l'excuser à un moment donné qu'il y ait ce côté désespéré qui rentre. Bah oui, il cherche justement désespérément ce premier titre. Et puis là, ça serait normal si à un moment donné il vrille un petit peu, entre guillemets. C'est ça, ils sont à un tel niveau tous les deux. En fait, de toute façon, ça se joue à rien. Et effectivement, c'est un flirt avec la limite de chaque dimanche entre mars et décembre. Donc forcément, il y a un moment où ça peut partir un peu loin. Et on ne peut pas leur en vouloir. On ne peut surtout pas penser... Enfin, encore une fois, j'espère qu'on aura des incidents qui ne feront pas qu'on entendra encore que l'un des deux essayer de tuer l'autre. Parce que ce n'est pas le cas. En fait, les gens ne se rendent juste pas compte que c'est vraiment... Tout se joue au bout de la limite pour les deux. Ils sont toujours à 2 doigts de dépasser la limite, et forcément quand ça dépasse, et encore ils la dépassent pas de manière sale ni l'un ni l'autre, c'est des petits accrochages, mais les contacts qu'il y a eu cette année entre les deux, il y en a aucun qui a volontairement mis l'autre dehors ou fait un harponnage comme on a pu voir dans des autres luttes pour le titre. Donc pour l'instant leur lutte est bien plus propre qu'un Senna Prost ou qu'un Schumacher Villeneuve, quoi. Donc faut espérer que ça va continuer. Messieurs, avant de terminer cette émission, j'aimerais revenir aussi, on en avait un petit peu parlé entre nous en préparant cette émission. Il y a donc une règle qui arrivera, alors bon, elle est encore en train d'être définie, hein, voilà, on n'a que les contours pour l'instant, mais du coup, sur certains Grands Prix de la saison 2022, les équipes seront obligées, sur des séances d'essai libre 1, d'engager des pilotes qui définissent comme des rookies. Alors encore une fois, Rose Brown a dit, bon voilà, on appelle ça des rookies pour l'instant, on va voir nous précisément qu'est-ce qu'il en sera. Est-ce qu'on a une idée, Franck, déjà de quel est le plan un petit peu plus exactement, et est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, évidemment, pour la Formule 1 et pour trouver des volants pour les jeunes pilotes? Oui, alors a priori ce serait sur 2 Grands Prix l'année prochaine, donc pas plus, pas moins, d'après ce que j'ai pu lire un peu, donc ça a l'air de converger là-dessus, et surtout des pilotes qui n'auraient jamais fait un seul Grand Prix. Parce qu'il y a la différence de quelques. Quand il y a eu telles expérimentations dans le passé, où il y a peut-être 2 ou 3 Grands Prix maximum. Effectivement, là, ce serait vraiment 0 Grand Prix. Donc, obligation pour tout le monde, pour toutes les équipes, et sur les mêmes courses. Donc voilà, il n'y aurait pas de choix possible pour Mercedes ou Ferrari de faire sur tel ou tel Grand Prix, parce que voilà, stratégiquement, ce serait plus intéressant sur une course plutôt qu'une autre. Comment ça va se définir? Je crois que c'est pas encore voté. Je pense que ça va être l'objet de la prochaine commission F1 qui doit être à la mi-octobre, en même temps que d'ailleurs que le calendrier provisoire de la F1 qui doit être édité. Donc voilà, on va attendre un petit peu les détails là-dessus, mais voilà, ce serait des pilotes qui n'auraient jamais fait une seule course, voilà,
pas forcément titulaire de la super licence ou approchant la super licence, donc il n'y a pas forcément de points nécessaires. Après, je pense qu'effectivement, les équipes de F1 faisant rouler obligatoirement un jeune pilote, choisiront quand même des pilotes assez UP, bons, voilà, qui peuvent être intéressants pour eux en termes de récolte de données et d'informations, parce que voilà, ça veut dire que ça prive un pilote. Et du coup, ça veut aussi dire que ce serait une fois le pilote numéro 1, une fois le pilote numéro 2 qui devrait céder sa place. Ce ne sera pas 2 fois le même pilote. Voilà. Quand je dis pilote numéro 1, pilote numéro 2, c'est par rapport au numéro des pilotes, ça n'a rien à voir avec la hiérarchie dans les équipes, même si certainement. Ça renvoie aussi à la définition de jeune pilote, parce qu'un pilote qui n'a pas fait de Grand Prix, ça peut être aussi Castroneves qui a 46 ans. On l'avait vu l'an dernier, Alonso rouler aux essais de jeunes pilotes à Abu Dhabi, donc c'est vrai qu'on peut... À mon avis, c'est une règle. Il va y avoir beaucoup de points de détail. Et puis, il y aura la grande question, ça va être comment différencier les jeunes, entre guillemets, vrais pilotes qui ont une vraie chance d'accéder à la Formule 1, comme Piastri, Schwarzman, etc., ou les pilotes du genre Gelael, etc., qui sont plus là pour amener du budget. Et là, la FIA ne pourra pas rentrer dans ce niveau de détail, à mon avis. Ce qui va être intéressant sur toute la FIA, là je prie, mais alors peut-être que je prie dans le vent, mais il faudrait qu'ils se mettent d'accord avec Bruno Michel et toutes ses équipes pour faire ça sur des week-ends où il n'y a pas de Formule 2, pour permettre aux jeunes de la F2 de faire cette séance, parce que si vous faites ça avec un week-end de F2, vous n'allez pas faire à votre jeune pilote les essais libres de la F2, il va faire les essais libres de la F1, il va faire les qualifs de la F2, enfin voilà, ça deviendrait vite le bazar. Donc faudrait que ce soit fait de manière intelligente. On sait qu'il y a plusieurs équipes évidemment qui auraient déjà des pilotes. On peut penser à Théo Pourchaire chez Alfa Romeo. On a Alpine aussi qui a un programme de jeunes pilotes. Des équipes n'en ont pas. Enfin, McLaren a un programme de jeunes pilotes qui n'a plus sorti de pilote depuis 5-6 ans maintenant. Mais donc eux, ils vont devoir penser à d'autres pilotes, faire peut-être d'autres arrangements. Donc ça peut être intéressant, peut-être Manu, cette affaire-là. Ouais, ça peut donner des opportunités inattendues à certains. Et après. La question, c'est un peu de se demander. Après, moi, je pense pas qu'il y aura de problème parce que la F2 soit le même week-end. On sait que Aitken, par exemple, a fait des essais chez Williams l'an dernier au milieu d'un week-end de F2. Ça n'avait pas l'air de trop le perturber. Ce que les équipes semblent dire, c'est que le plus important, ce serait vraiment de donner les 2 séances au même pilote pour qu'il ait le temps d'accumuler du roulage et de mieux comprendre la voiture. Mais après, effectivement, pour ce qui est des pilotes qui vont avoir cette opportunité, ça va forcément imposer que les équipes qui n'ont pas spécialement de filière ou qui n'ont pas forcément un troisième pilote qui soit un jeune, doivent aller chercher un pilote un peu plus loin de leur cercle. Donc ça peut donner des bonnes idées et potentiellement ça peut mettre en lumière un pilote qui ferait une super performance inattendue et qui derrière pourrait décrocher d'autres essais ou d'autres chances, quoi. Ou des femmes, ça peut être bien aussi. On peut effectivement, ouais, ça peut être une bonne opportunité, voilà, d'essayer des nouvelles choses, parce que voilà, vous faites ça sur 2 séances, ça fait 20 possibilités pour ces jeunes pilotes, même si effectivement on pense que les équipes prendront à chaque fois le même pilote pour les 2 séances, mais bon, il y aura quand même quelques opportunités en plus. Maintenant, est-ce que ça va vraiment leur permettre d'avoir un backer 2023 ? Ça, écoutez, ça va dépendre de ce qui va se passer au niveau des transferts. Ça, on ne pourra pas. Vous avez beau même mettre 23 séances d'essai réservées aux jeunes pilotes l'an prochain, s'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. On a un peu l'impression que c'est un pansement pour une jambe de bois. Comme il n'y a pas de place, pas assez d'équipes, la F1 trouve une mesure pour dire voilà, on fait ça, et puis on n'a pas besoin de faire autre chose, parce qu'on a déjà pris cette mesure. Sachant qu'il y a des équipes qui ont fait rouler leurs jeunes pilotes plus de 2 fois par le passé, même Leclerc, Norris, etc. Ça peut même enlever du roulage à certains pilotes si on raisonne dans l'autre sens. Et que rien ne les empêcherait de les mettre 4, 5, 6, 7 fois. Bon, après, on imagine que à mon avis, ils ont dû se dire quand même qu'il fallait faire ça pour l'an prochain parce qu'ils voyaient venir la saison avec un tout nouveau règlement technique où on ne laisserait aucun moment en fait son jeune pilote en essai libre 1 parce que il faut maximiser les données, le temps de roulage pour les pilotes titulaires qui doivent tout découvrir. Donc peut-être que c'est une manière d'être sûr que ça se passe, mais après voilà, c'est pas. Il y avait, on rappelle, en 2005 et 2006, si je dis pas de bêtises, même en 2004, pardon, le système où les X écuries moins bien classées au championnat de l'année précédente avaient le droit d'engager une 3e voiture. Lors des essais libres. Ça a donné des décorations chez Baronda, mon cher Manu, absolument extraordinaires pour Anthony Davidson. Mais voilà, ça a permis à... Et finalement, ce qui en est ressorti de là, massivement, c'est le retour d'Alexander Wurz en F1 en 2007 chez Williams, parce qu'il a fait des super performances. Mais bon, il avait fait de la F1 10 ans avant déjà, donc c'était pas... j'ai pas l'impression que ça nous avait vraiment fait découvrir un jeune, mais bon.
On verra Le sujet, ce que ça donne. le sujet de la troisième voiture est revenu d'ailleurs à Sochi en conférence de presse. Hein. C'est quelque chose qui a été remis sur la table, effectivement. Est-ce qu'il faut remettre une troisième voiture par équipe? Est-ce qu'il faut plutôt favoriser l'arrivée de une ou deux nouvelles équipes? Voilà. Alors, on a parlé effectivement du ticket d'entrée à 200 millions d'euros pour une nouvelle équipe de F1 qui est absolument gargantuesque. Hein. Quand on sait que le budget pour une année c'est 130 ou 140 millions de dollars. Sortir 200 millions comme ça, juste à mobiliser du côté de la FIA, qui place ça, je pense, avec un petit taux d'intérêt un peu sympathique. Voilà, ça veut dire qu'on n'est pas prêt d'avoir une équipe, une petite équipe ou une moyenne équipe en plus en Formule 1 rapidement. Est-ce que c'est aussi un moyen de garder une place pour Audi ou Porsche, voilà, parce qu'on parle aussi, on en parle aussi de plus en plus, effectivement, de cette arrivée d'Audi et ou Porsche en F1, avec peut-être leur propre équipe. Ici, peut-être qu'une des deux marques aura sa propre équipe, c'est tout à fait possible. Mais voilà, il faut trouver un moyen, effectivement, que les jeunes pilotes puissent rouler plus souvent. Alors je comprends que les contraintes budgétaires font que voilà, il n'y a plus d'essais privés pour les jeunes, il n'y a plus ce genre de choses. Il y aura comme une journée test pour les jeunes pilotes à Abu Dhabi en fin de saison. Donc ça reste toujours en vigueur, c'est toujours en cours. Mais effectivement, si votre équipe n'est pas en recherche d'un nouveau talent ou d'un remplacement de pilote, c'est voilà, comme dit Alex, c'est un pansement sur une lampe de bois. C'est pour faire beau, quoi. Voilà. Et puis, sur la troisième voiture, effectivement, ça peut être tentant de voir 3 Ferrari, 3 Red Bull, mais il ne suffit pas pour certaines équipes de mettre 4 roues et un châssis, c'est toute une organisation. Et on parlait de Haas, une troisième voiture, ils n'en sont pas capables. Ils n'étaient pas capables d'en mettre 2 l'an dernier, alors une troisième, c'est impossible pour eux, du point de vue financier, logistique, d'ingénierie, impossible. Ou alors il y a l'aide de Ferrari, bien sûr. Puis de toute façon, honnêtement, le coup de la troisième voiture, si tu le fais pour les équipes qui ont le plus les moyens, bah tu vas permettre, imaginons on le fait cette année, bah Mercedes aura 3 voitures, Red Bull 3 voitures, donc tu as 2 personnes qui peuvent venir interférer dans une pour le titre ou d'une, même si on peut dire que Red Bull par exemple a 4 voitures avec AlphaTauri et que Mercedes en a 4 avec Williams. Et si tu le fais avec tout le monde, tu te retrouves avec une grille de 30 voitures, et là je suis pas sûr que ce soit vraiment le but non plus. Est-ce que ce sera encore très, très safe à 30 voitures? Et puis avec les budgets plafonnés, de toute façon, c'est trop limite. On peut pas, s'il faut embaucher des ingénieurs en plus, etc. donc c'est produire des tests en plus. Ça peut plus rentrer. On peut pas faire rouler 2 voitures déjà pour certaines équipes au plafond, alors 3, ça serait effectivement assez impossible. Donc bon, à voir. Et Xoran, donc comme on le disait, c'était en 2004, 2005, 2006 qu'on pouvait engager quand on était au-delà de la 5e place. Effectivement, c'est pour ça que McLaren avait eu le droit en 2005. Ils avaient fait une très mauvaise année en 2004. Ils avaient fait 5e du championnat, et donc en 2005, ils avaient pu engager leur 3e voiture le vendredi matin, et certains pensent que c'était aussi une de leurs façons d'être pas mal aussi sur la saison, évidemment, puisqu'ils ont terminé avec la meilleure voiture. Donc tout cela, voilà, ça peut être effectivement possible. On va voir évidemment l'an prochain qu'est-ce que ça donnera sur ces 2 séances qui seront entre guillemets réservées aux jeunes pilotes. Après, ce ne sera que sur une seule voiture, hein, la question a été posée aussi. Une équipe peut mettre sur les 2, mais ça n'a absolument aucun intérêt. Mais voilà, il y aura 10 pilotes rookies et les 10 pilotes titulaires qui seront présents sur ces essais libres-là. On va s'arrêter ici, messieurs. Hein, je pense qu'on a encore bien débattu et bien parlé Formule 1, c'est quand même ce qui fait très plaisir. On se retrouve à mardi prochain. Hein. L'émission refait encore un petit peu de yo-yo pendant le mois d'octobre, et rassurez-vous, après on sera là tous les mardis. Mais on revient donc mardi prochain avec le débrief, bien sûr, de ce Grand Prix de Turquie de Formule 1 qui, on l'espère, va être très sympathique. Mais de toute façon, vu comment la saison est partie, je pense qu'il y a des moyens, et qu'il y a moyen que ce soit très 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 sympathique. Merci beaucoup Manu, merci Franck, merci Alexandre. Merci tout le monde. Et venez mardi prochain. On vous dit pas grand chose, mais venez mardi prochain, vous verrez, ça vaudra largement le coup également. Merci beaucoup au chat qui a été encore une fois exceptionnel comme d'habitude. Et on se retrouve donc mardi prochain, mercredi d'ailleurs, j'y pense, mercredi pour le Racing Café qui lui aussi change de jour. Écoutez, moi je me suis dit, quelle idée de faire des streams à des jours réguliers. Et si on les changeait tout le temps? Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ce sera bien, le Racing Café aura bien lieu mercredi exceptionnellement cette fois-ci, ce qui fait que je dois changer toute ma scène de fin. C'est absolument incroyable cette affaire. On se retrouve demain avec Simon Pagenaud, tiens, si vous voulez, voilà, également sur cette chaîne Twitch. Merci beaucoup et à mardi prochain. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, bye.